Donc, nous sommes là ce soir à l'occasion du panel numéro 1 de l'événement Ice Open EOCON, pardon, 2022. Donc, le panel en lui-même portera sur le thème hacker votre carrière en cybersécurité, pardon, ou alors booster votre carrière en cybersécurité. Et dans ce panel, nous avons 4 illustres panélistes que nous ne cesserons de présenter. En l'occurrence, Monsieur Collins Azeye, qui est consultant DevOps à Clanic France. Donc, il sera le modérateur de cette session de panélistes. Ensuite, nous avons Monsieur Famoussa Kounon-Nanamou, donc, qui se présente sur plusieurs volets. Le premier volet, c'est un doctorant en cybersécurité. Il est aussi auxiliaire d'enseignement à Polytechnique Montréal. Donc, dans le volet extra-académique aussi, il a des casquettes. C'est le fondateur et le président de la Guinean Cyber Security Task Force et membre du comité exécutif de Poly HX Cyber. Donc, c'est aussi un grand développeur, CTF player, et en plus de tout ça, ambassadeur et speaker aux éditions des EOCON 2021 et 2022. Donc, ensuite, nous avons Monsieur Kevin Moncam. Est-ce qu'il est là? Monsieur Kevin Moncam, je l'ai vu apparaître tout à l'heure. Ouais, je suis là au nom de iPhone. Bonsoir. D'accord, bonsoir. L'audience aurait aimé voir Monsieur Kevin Moncam. Mais Monsieur Kevin Moncam, c'est un expert en cybersécurité, actuellement en poste dans une institution canadienne. Il est aussi, il a beaucoup d'autres casquettes, mais en dehors de tout ça, il est aussi ambassadeur et speaker EOCON. Donc, en dernier lieu, je vais introduire et présenter Monsieur Bertin Abéné. Vous le connaissez certainement déjà, c'est le fondateur EOCON Ice Open Security. Donc, il est consultant aussi en sécurité informatique et il accompagne les entreprises dans le renforcement de leur posture en sécurité. Donc, il est aussi détenteur de beaucoup d'autres certifications. Du moins, on ne le présente plus assez. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Monsieur Collins Azeye qui va conduire la session de panel sur hacker ou alors booster sa carrière en cybersécurité. Merci encore à tout le monde. Merci beaucoup, Brice. Et je salue déjà tous ceux qui ont trouvé un temps pour qu'on puisse aujourd'hui échanger sur le thème booster votre carrière ou hacker votre carrière en cybersécurité. Donc, pour poser le décor, je suis sûr que plusieurs personnes attendent qu'on donne des réponses sur comment faire pour être comme vous. Parce que la présentation de chacun de vous donne l'envie vraiment d'être à votre place. C'est vrai qu'on ne vous envie pas, mais ça donne l'envie d'être comme vous. Donc, aujourd'hui, nous sommes là pour que vous puissiez nous donner des conseils, peut-être des astuces sur comment est-ce qu'on fait pour faire carrière dans la cybersécurité. Alors, donc, la première question que je suis sûr que nous devons tous être d'accord dessus, c'est de savoir que sur le thème, il y a 2 notions très importantes ici. La carrière et la cybersécurité. Alors, donc, Monsieur Nanamou, selon vous, c'est quoi une carrière? Donc, bonjour à tous. Merci d'abord, Colin, pour la question. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, chers amis panélistes Bertin et Kevin. Bonjour, chers participants et chères participantes. Je suis ravi de prendre part à ce panel pour discuter d'une thématique autour de notre métier. Et c'est toujours un plaisir de porter la casquette d'évangélisateur, si on veut dire, pour la jeunesse africaine
en matière de sciences informatiques et particulièrement en cybersécurité. Donc, pour moi, la carrière, c'est le cheminement qui aboutit à notre idéal. Donc, j'entends par idéal ce qu'on aimerait. Donc, tout un chacun ici à l'enfance avait voulu devenir quelqu'un à l'avenir. Et en grandissant, selon le cheminement qu'on a pris, on aboutit finalement à un métier qu'on accepte ou qui nous passionne. Et puis, en fonction de ce qu'on gagne au quotidien, donc ça nous permet d'avoir ce qu'on appelle un aboutissement. Et c'est ce qui fait pour moi notre carrière. Merci. Monsieur Bertin, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Bon, je ne vais pas ajouter grand-chose, hein. La définition de carrière est plutôt claire. En des mots simples, c'est comment est-ce que tu vas avancer dans le domaine que tu as choisi, tu vas évoluer au fur et à mesure et monter des paliers, quoi. En des mots simples, ce serait aussi ça. Donc, une carrière, c'est quand on va dire de penser à ta carrière, c'est de penser comment est-ce que tu vas évoluer dans le domaine que tu as choisi d'embrasser. Donc, tu as choisi de faire une carrière dans la peinture. La carrière dans la peinture, ça veut dire que tu vas commencer certainement au petit niveau de l'échelle en tant que peintre, mais tu aimerais peut-être après que tes expositions soient plutôt, on va dire quoi, dans les plus grands musées dans le monde, que tes expositions fassent. Donc, c'est ça, en fait, une carrière, c'est de sentir que le domaine que tu as embrassé après, derrière, au fur et à mesure, tu progresses. Donc, c'est pour répondre à ta première question sur les carrières. D'accord, merci beaucoup. Kevin, je ne sais pas si tu nous écoutes, vu que la caméra n'est pas activée au micro. Très bien, désolé pour la caméra, je vous écoute très bien, Collins. D'accord. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur la définition des carrières? Alors déjà, bonsoir à tous. Pour moi, c'était un réel plaisir de faire partie de ce panel d'experts. Bonsoir aux participants. J'ai vu on a quand même assez de participants sur vos différentes plateformes. Donc, c'est encore un réel plaisir. Alors, concernant la carrière, je ne vais pas rajouter beaucoup d'éléments par rapport à ce qu'a déjà dit les experts. Je pense qu'ils ont fait le tour. Mais ce qui a attiré mon attention, c'est que des fois, on a toujours tendance à utiliser ce mot, mais le définir entraîne parfois beaucoup d'ambiguïté. Je vais faire carrière dans le foot, je vais faire carrière dans la musique, je vais faire carrière ici. Et si on dit c'est quoi une carrière, ça crée vraiment beaucoup de confusion. Tu vois? Donc, en fait, comme l'a dit Bertrand, pour moi, en fait, une carrière, c'est l'acheminement vers quelque chose qu'on a toujours souhaité faire, ok? Et au fil des temps, on concrétise par des activités ou par l'accomplissement de certains désirs et de certaines passions, ok? Les autres panélistes, vraiment, ils ont fait le tour de la question et ont assez argumenté cela. Donc, pour moi, je rajoutais juste le mot, le couple de mots passion et accomplissement. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser à partir du chat. Et bien après, vers la fin, nous allons donc prendre ces questions-là et poser aux différents panélistes. On pourra même leur passer la parole s'ils veulent poser la question. Il n'y a pas de souci. Exactement. Alors, donc, continuons donc directement. Je pense que là, nous sommes déjà très clairs sur la notion de carrière. Maintenant, allons dans le vif du sujet. Ça, c'est généralement une définition qui nous paye souvent. Alors, c'est quoi la cybersécurité? Monsieur Bertin, moi, je vous laisse donner votre définition, bien nous éclairer déjà sur la notion de cybersécurité. Bon, c'est sûr que les autres panélistes vont compléter. Moi, j'aime souvent prendre les définitions terre à terre, hein. Je ne rentre pas toujours dans les définitions. Voilà. Donc, en des termes très simples, moi, je vais dire que là, tu parles de sécurité ou de cybersécurité parce que de toutes les façons, quand on parle de sécurité, moi, je dis souvent que la sécurité, c'est un sentiment. C'est-à-dire que tu vas dire que tu es en sécurité quand, en fait, tu vas te sentir en sécurité. Ça veut dire que tu estimes que tu as mis en place tous les éléments qui t'entourent, en fait, dans ton environnement sont des éléments qui ne sont pas menaçants pour toi. Donc, tu estimes donc que tu es en sécurité. Maintenant, si on ramène ça au domaine de l'informatique ou bien au domaine cyber, lorsqu'on ajoute maintenant le terme cybersécurité, c'est en fait ce même sentiment, mais qu'on transpose plutôt à la partie
la cybernétique, quoi. C'est-à-dire tout ce qui va maintenant être dans l'environnement du numérique, etc. L'environnement, en fait, est fait de manière à ce que ce qui entoure nous donne le sentiment qu'on est en sécurité. Donc, la cybersécurité sera donc tous les mécanismes, les actions, les activités qu'on va mettre en œuvre, en fait, pour garantir que tel élément ou tel élément soit donc en sécurité. Ça, c'est comment je peux dire pour une définition vraiment simple et, voilà, et pratique. D'accord, merci. Kevin? Oui, je t'écoute. OK. Bah, moi, personnellement, j'ai apprécié la définition de Bertin. Genre, aller par couple de mots. OK? Sécurité d'une part et cyber d'autre part. OK? Mais moi, je ne vais pas aller sur cette base-là parce que vraiment, il a déjà été assez complet là-dessus. Moi, je prendrais directement l'ensemble cybersécurité. OK. Pour moi, personnellement, la cybersécurité, c'est toutes les actions et les moyens mis en œuvre pour protéger son patrimoine informationnel ou encore ses actifs, puisque nous sommes dans le contexte de l'informatique et des systèmes d'information. Donc, pour moi, c'est ça la cybersécurité. Maintenant, c'est clair que derrière, il y a autres éléments à prendre en considération qu'on va sans doute dérouler tout au long de cette séance, quoi. Donc, je laisse vraiment la peine à d'autres experts et également aux participants de rajouter un peu d'ingrédients à cette sauce, quoi. Tout à fait. D'accord. OK. Nalamou? Alors, d'après ce qu'ils ont dit tous les deux, donc on comprend qu'il n'y a pas qu'une seule définition de la sécurité. Donc, alors, il faut savoir qu'il y a quand même des thèmes similaires qui existent. Certains parlent de cybersécurité, on parle aussi de sécurité de l'information, sécurité des systèmes d'information, on peut parler aussi de sécurité informatique, on peut parler de sécurité des technologies de l'information. Donc, toutes ces terminologies-là sont définies dans des glossaires par certains organismes comme le NIST, par exemple, qui est, on va dire, l'Institut national des normes au niveau des États-Unis, l'ANSSI en France. Donc, chacun, en ce qui le concerne, donne une définition en ses propres mots. Néanmoins, on est tous d'accord que il y a une base commune, c'est-à-dire un dénominateur commun des termes qui se répètent dans chacune de ces définitions-là. Et puis, pour moi, ces termes sont la protection, les menaces et surtout leurs conséquences sur un périmètre défini. Et ce périmètre, bah, ça peut être dans le domaine de l'information, de la technologie ou de l'OT, donc IT, OT ou IoT. Pour moi, pour pouvoir définir correctement donc la sécurité informatique ou la cybersécurité, donc le mot cyber, c'est pour dire tout ce qui est lié à trait à Internet. Hein. Donc, la sécurité informatique, pour moi, c'est de donner une réponse plus ou moins correcte à 3 questions fondamentales. La première question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qu'on peut protéger? Et ensuite, le deuxième élément qui doit ressortir dans une définition, c'est contre quoi on doit les protéger et enfin, pourquoi on le fait. Donc, pour répondre à la première question, qu'est-ce qu'on peut protéger? Alors, on peut protéger des systèmes. Donc, ça peut être des systèmes d'exploitation, ça peut être des systèmes satellitaires, etc. On peut protéger des données. On peut aussi protéger des services. Donc, pour relier un peu ces 3 éléments, on peut dire que les données sont collectées d'abord dans un premier temps, ensuite stockées, puis traitées par et sur des systèmes. Donc, pour pouvoir enfin fournir des services aux utilisateurs, que ce soit sous forme d'applications web, d'applications mobiles, d'applications desktop aussi, on peut le dire. Et pour la deuxième question, je disais, c'est comment on doit se protéger et contre quoi on doit se protéger. Alors, pour se protéger, on doit avoir une, comment dire ça, une approche zéro trust.
C'est-à-dire qu'on doit se protéger contre les menaces intentionnelles. Ça peut être des menaces internes et contre des menaces aussi qui peuvent être malveillantes, c'est-à-dire des menaces internes et ou externes. Et enfin, pour pouvoir compléter la définition, il faut répondre à la question pourquoi on le fait. Alors, on est tous unanimes qu'on fait de la sécurité pour pouvoir assurer les trois piliers de la sécurité informatique ou de la cybersécurité. Et ces piliers sont la confidentialité, l'intégrité et puis la disponibilité. Donc, en regroupant toutes ces réponses à ces questions, on peut dire que la sécurité informatique ou la cybersécurité nous permet, consiste donc en la protection des systèmes, des données, des services contre les menaces qui peuvent être intentionnelles ou malveillantes et qui portent une atteinte à la triade de sécurité que je viens de définir, confidentialité, intégrité et puis disponibilité ou availability en anglais. OK. Donc, pour moi, c'est une définition parmi tant d'autres qu'on peut retenir de la cybersécurité ou de la sécurité informatique. D'accord. Merci beaucoup. Euh, Nanamo a pris un peu dans sa définition le temps de pouvoir détacher ou bien détailler les différents périmètres qu'on peut sécuriser dans le domaine du numérique. Alors, ici, je pense que déjà pour les participants qui sont là, ils doivent comprendre que si tu dois faire cybersécurité, tu dois te poser la question, qu'est-ce que je dois apprendre à sécuriser? Donc, et là, je pense que ça me fait bondir sur ma prochaine question qui est celle de savoir quels sont les prérequis donc, selon vous. Donc, après avoir défini tout ça, on a parlé du réseau, système qui peut être, ça peut même être des humains, peut-être former même des personnes. Euh, Ça peut être des applications, ça peut être des systèmes d'exploitation, ça peut être vraiment c'est l'ensemble de tout ça qui constitue, tout ce qui constitue le numérique qu'il faut sécuriser. Alors, quels sont les prérequis ici pour pouvoir déjà aborder? Parce que s'il faut faire carrière dans le domaine, euh, il me faut commencer quelque part. Donc, par quoi est-ce que je commence donc pour pouvoir faire carrière dans le domaine? Kevin, moi je vais te laisser commencer. Quels sont les prérequis selon vous pour faire carrière dans le domaine de sécurité informatique? Je préfère dire sécurité informatique pour que nous soyons tous d'accord que ce soit cybersécurité, que ce soit sécurité, que pas de l'ensemble de tout ça. D'accord. OK. Merci pour ta question, Collins. Moi, tu sais, ma réponse est purement personnelle, hein. Vraiment, on va pas se cacher. Et je vais essayer dans ma réponse de lever l'équivoque selon laquelle on pensait à l'époque pour faire des filières compliquées, entre guillemets, il fallait avoir un certain background au départ, faire les maths. Moi c'est ce qu'on me disait, il fallait faire les maths, il fallait être bon en maths, il fallait être bon en physique. Je vais prendre une petite parenthèse un peu, si vous me permettez. Quand tu disais, je vais être pilote, on dit non, il faut être très, très fort en maths. Non, si tu n'es pas fort en maths. C'est ça, en fait, c'est ce qu'on a mis dans la tête de certaines. Et moi, c'est pour mon cas particulièrement. Moi, à un moment donné, moi, j'avais tellement aimé l'aviation que je souhaitais être pilote. C'était ça mon rêve. Moi, l'informatique, bon, c'est venu après. Ouais, après, c'est fou quand même. Donc, moi, je voulais être pilote. Et j'avais une tante, je me rappelle, j'ai une tante, en fait, qui m'a découragé et elle m'a dit non, si tu ne peux pas, si tu n'es pas bon en maths, et à l'époque, moi, j'étais très friand en mathématiques, je ne vais pas vous mentir, moi, je n'étais pas trop bon en maths. Même j'avais été bon en maths de toute façon. Donc, du coup, elle m'a tellement découragé et ça me faisait tellement peur que j'ai abandonné. Et peut-être je ne regrette pas de toutes les façons. Donc, moi, en informatique, je vais essayer de transfigurer ça dans le contexte de l'informatique et dans la cybersécurité, ok, plus précisément. Moi, je dirais comme prérequis pour moi, c'est la passion. Parce que tu peux avoir un background de littéraire ou un background de, je ne sais pas trop, de philosophe. Du moment que tu mets un peu de passion, un peu de volonté, ok, dans ce que tu fais, tu vas transcrire toutes les barrières. Aujourd'hui, par exemple, dans l'entreprise où je suis, on fait des recrutements et on se rend compte aujourd'hui que ce qui démarque certains candidats, ce n'est pas la compétence. Parce que la compétence en soi, elle peut s'acquérir par des formations et compagnie, et compagnie, et compagnie. Vous connaissez tout ça.
Maintenant, nous faisons un peu, on essaie de voir est-ce qu'il est passionné, est-ce qu'il a l'envie d'apprendre, donc, ce sont les critères en fait qui démarquent les candidats qui sont potentiellement au même niveau. Donc, pour moi, je dirais la passion. Donc, le reste vient après. Après, il y a sans doute les formations, il y a sans doute d'autres choses, les certifications, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, mais pour moi, c'est la passion. D'accord. OK. Nanamu, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Alors, c'est un peu ça, j'irai un peu dans le sens de sa réponse en rajoutant que pour moi, je compare un peu le domaine de la cybersécurité à un projet de construction de building. Donc, on sait qu'un projet a un début, a une date de début, mais n'a pas de date de fin. Ce qui veut dire que pour moi, la sécurité doit être itérative, cyclique et puis bien intégrée au processus opérationnel de l'entreprise. Pourtant, on sait que dans un projet donc, de construction, il y a plusieurs compétences qui sont réunies. Ça peut être des maçons, des électriciens, des plombiers et autres. C'est exactement pareil en cybersécurité. On peut étendre ou adapter la cybersécurité à tous les métiers, ou enfin presque. Donc, le conseil que moi je donne souvent, c'est que quand quelqu'un vient vers moi, je fais un diagnostic et je lui pose un certain nombre de questions sur ce qu'il sait déjà faire. Et puis, comme il a rajouté Kevin, sa passion aussi. Donc, je regarde est-ce qu'il est passionné et qu'est-ce qu'il sait déjà faire. En fonction de ses réponses, je l'oriente vers un aspect spécifique de la cybersécurité qui lui correspond au mieux. Donc, parmi ces aspects, ça peut être organisationnel, ça peut être commercial, ça peut être aussi juridique, ça peut être aussi technique ou alors une combinaison de l'un ou plusieurs de ces aspects-là. Donc, par exemple, un juriste qui vient me voir et qui me dit, bah, je veux faire de la cybersécurité. Pour moi, je trouve qu'il est mieux pour lui de s'intéresser aux aspects juridiques de la cybersécurité. Donc, tout ce qui va être établissement des cadres légaux et réglementaires, donc loi, quoi. Et puis, de l'autre côté, un développeur web aussi qui vient me dire, bah, écoute, moi, je veux faire de la cybersécurité, par où commencer? Je lui dirais, bah, tu as tout ce qu'il faut. Il faut juste que tu appliques la cybersécurité à ton domaine. Donc, fais de la sécurité des applications web, puisque déjà, tu as la base en HTML, CSS, PHP et compagnie. C'est de même pour un développeur mobile, un administrateur réseau et système. Donc, vous voyez, on cherche à intégrer la cybersécurité à son domaine en cherchant à intégrer la cybersécurité à son domaine de base, on devient meilleur dans ce qu'on fait et ce qu'on sait faire déjà. Donc, ainsi, un développeur web n'a pas besoin, comme je le disais, de réapprendre les bases des technologies qu'il maîtrise déjà. Il va uniquement se concentrer sur ce qui lui manque pour rajouter l'expression cybersécurité à son métier. Un développeur web, je peux lui conseiller de commencer, par exemple, par regarder le top 10 WASP et ça lui sera très facile d'apprendre parce qu'il connaît déjà les bases et il lui restera juste la manière de réfléchir en codant désormais son application. Donc, pour moi, c'est un domaine très vaste où tout le monde peut trouver son compte. Mais en revanche, ce que je remarque malheureusement sur le continent, c'est que les gens n'ont pas une bonne raison de choisir un aspect de la cybersécurité. Je prends l'exemple sur des gens qui viennent vous voir pour, soi-disant, ils veulent apprendre à hacker, comment hacker un compte Facebook ou un compte WhatsApp d'un de leurs proches ou de leurs partenaires. Pour moi, ce n'est pas une bonne raison de commencer à s'intéresser à la cybersécurité. D'ailleurs, c'est des actes qui sont réprimés par plusieurs pays en ce moment comme étant une infraction. Donc, pour conclure, je dirais que si tous les chemins mènent à Rome, alors tous les métiers mènent aussi à la cybersécurité. D'accord. Alors, bon, déjà, je veux juste ajouter un truc en disant que ce que vous dites, les panélistes, ce que vous dites déjà, sachez que vous êtes en train de parler aux personnes qui vous écoutent et qui peut-être voudraient vraiment prendre ça au sérieux. Donc, vous avez eu cette chance aujourd'hui d'être au Canada
Et d'autres vont dire, ben, comment est-ce que je peux faire pour trouver un travail au Canada dans le domaine de cybersécurité? Donc, c'est aussi important de donner peut-être, vous avez été recruté et vous voyez peut-être les processus de recrutement. Quels sont les besoins? Sur quoi est-ce que les gens peuvent axer leur temps pour pouvoir monter en compétences afin de, pourquoi pas, aussi garantir ou bien se donner une chance de voyager et travailler à l'extérieur. Ou bien, Moi, je pourquoi pas pense, développer un métier oui, en Afrique. Donc, moi, je vais laisser donc Bertin. oui, je peux rebondir dessus pour dire qu'en fait, déjà, avec le contexte dans lequel tu poses la question, déjà, il faut mettre certains points. Le voyage en tant que tel ne doit pas être une finalité, hein. C'est-à-dire Non, que, j'ai bien dit, c'est euh, normal. J'ai dit, ils eh, peuvent eh, eh, voyager, ils peuvent voilà, rester, développer un métier, c'est tout devant. exact. Donc, il faut priorité même à rester dans son pays et Il faire une faut très belle rentrer, il faut carrière. donc rentrer. Et faire une belle carrière. Non, c'est un sujet que moi j'ai déjà dit plusieurs fois. Tu m'appelles dans un autre pays africain avec un bon profil, un bon poste, je bouge le même jour. Il n'y a pas de problème avec ça. On en a souvent parlé, quoi, donc tu connais très bien ma position. Mais Non, ça c'est une ça petite c'est clair. parenthèse. Non, Ça non, c'est une ça petite c'est clair. parenthèse. Mais pour revenir, en fait, moi j'ai bien aimé en fait le point que Kevin a mis en avant au niveau des prérequis, dans ta première question sur la volonté. Mhm. Et l'autre point que Nana Mou a mis en avant sur le... Donnez-moi une seconde. L'autre point que Nana Mou a mis en avant sur l'aspect accessibilité, en fait. C'est-à-dire que la fonction, en fait, est accessible. C'est pas comme si c'était... Et puis, c'est chacun qui doit maintenant penser, en fait, par rapport à son profil, une forme de continuité. Parce que la réalité, c'est que la sécurité touche en fait un peu tous les domaines. La sécurité, n'est pas uniquement technique. Tu es juriste, c'était un très bel exemple. Tu peux entrer dans la sécurité. Il y a un aspect juridique très fort dans la sécurité. Tu es développeur, il y a un aspect. Donc, c'est pour ça qu'on dit souvent que la sécurité transcende en fait la technologie. Il y a beaucoup d'anciens militaires, notamment aux États-Unis, qui se reconvertissent aisément dans la sécurité. Il y a même des programmes que le gouvernement américain met en place uniquement pour eux. Donc, c'est pour dire que c'est vraiment le prérequis vraiment, s'il fallait parler d'un seul prérequis, moi, je dirais la volonté. Honnêtement, c'est le seul vrai blocage que je peux, c'est-à-dire que si tu n'as pas la volonté, c'est sûr que tu ne vas pas y arriver, quoi. Parce que quand même, la sécurité, quand même, c'est quand même un domaine qui demande assez de volonté, parce que tu dois aller fouiller vraiment, tu dois rester d'abord à la pointe, ça évolue tout le temps, et c'est tous les domaines qui évoluent, c'est-à-dire, tu vas être dans l'infrastructure, la sécurité de l'infrastructure va évoluer, tu es dans l'application, ça évolue, tu es dans base de données, ça évolue, tu es dans le juridique, les lois évoluent. Maintenant, si tu as encore quelqu'un qui fait un peu dans des domaines un peu comme l'architecture, la gouvernance, où tu dois un peu maîtriser tout ça, ta part arrive, quoi, parce que toi, tu dois connaître un peu des évolutions au niveau des bases de données, des évolutions au niveau des architectures. Je ne sais pas si vous voyez un peu le truc. Donc, honnêtement, tant que tu as cette passion-là et cette volonté, normalement, quel que soit ton profil, tu peux embrasser une carrière en cybersécurité. Et je pense que quelle que soit la zone géographique d'ailleurs, quand tu as un bon profil et que tu te vends bien, normalement, les portes s'ouvrent. C'est vraiment la limite, c'est à chacun de se fixer sa limite. Si toi, tu te fixes ta limite que c'est dans l'entreprise dans laquelle je suis actuellement, c'est sûr que c'est dans cette entreprise que tu vas rester pendant 40 ans. Donc, c'est aussi ça. Mais le logiciel que tu installes dans ta tête, c'est ce logiciel qui va faire ton système aussi fonctionne, hein, si on peut Exactement. dire. Voilà. Donc, si tu Un crois en logiciel toi, qu'il faut tu vas tenir à Voilà. jour. C'est Ouais. ça. Ok. Faut mettre à jour le système. Alors, euh, c'est vrai que Denis Girard disait dans un de ses livres que je disais que la seule manière d'apprendre à programmer, c'est de programmer. Ça veut dire que la seule manière d'apprendre un langage de programmation, c'est de Hmm. programmer en ce langage-là. Donc, si tu Ouais. vas apprendre Java, programme en Java. Tu vas faire des erreurs et puis tu vas finir par commencer à maîtriser des concepts et peut-être, bien C'est évidemment, ça. monter en compétences. Et Voilà, certains sont... ça peut s'appliquer à n'importe quel domaine, hein, parce que, Exactement. comme je dis, la seule façon de faire la sécurité, c'est de faire la sécurité. De faire la sécurité, C'est voilà. d'ailleurs, euh, c'est d'ailleurs un concept qui est réutilisé en intelligence artificielle, l'apprentissage par Voilà, essai-erreur. Voilà. Donc, exact, exact. Et même si on dit une des propriétés du cerveau, c'est son élasticité. Donc le cerveau a cette capacité de pouvoir agrandir ses connaissances ou bien réduire en fonction de la personne qui croit en ça. Mais
là, vous avez vraiment défini, vous avez donné les bases qui sont beaucoup plus la volonté, la passion. Supposons maintenant que moi, je n'ai pas de background en IT. Voilà, je n'ai pas de background en IT. Et puis, j'aimerais faire cybersécurité. Peut-être vous, vous avez commencé avec le système et puis vous avez migré dans le domaine. Ou bien vous avez commencé peut-être avec un cursus scolaire où pendant les 5 premières années ou les 3 premières années, vous avez appris beaucoup de concepts comme la programmation, les algorithmes, le système réseau. Et puis, en vous spécialisant, vous avez directement commencé dans la cybersécurité. Alors, qu'est-ce que vous allez donc dire à une personne qui n'a pas de background en IT et puis qui voudra tout de même faire cybersécurité? Peut-être par volonté, peut-être qu'il a vu dans un film ou bien je ne sais. Il a vu dans un film Bon, de là hack. maintenant, nous sommes déjà Le plus, d'accord que nous avons parlé de la partie volonté et passion. Mais ici, il faudrait aussi voir quels sont les prérequis techniques. Donc, quels sont les... Là, on a parlé peut-être des soft skills. Voilà, maintenant, quels sont les côtés hard skills qu'il faut avoir pour pouvoir, bien évidemment, commencer sa carrière en cybersécurité? oui, c'est ce que j'ai Kevin? dit tantôt dans ma conclusion Ok, vas-y. en disant que si tous les chemins mènent à Rome, alors tous les métiers mènent à la cybersécurité. Donc, il faut d'abord commencer à poser le diagnostic. Qu'est-ce qu'on aimerait faire et qu'est-ce qu'on sait déjà faire? Ça, c'est deux questions primordiales qui permettent de choisir, de savoir ce vers quoi il faut s'orienter. Parce que la sécurité, c'est plusieurs aspects à la fois. Comme je l'ai dit, il y a organisationnel, commercial, juridique, technique. Mais toi, tu poses la question sur les aspects techniques. Alors, venant sur les aspects techniques, est-ce que tu as un background en administration système? Est-ce que tu as un background en administration réseau? Ou tu n'as aucun background? Alors, je considère que ta question, c'est pour quelqu'un qui n'a vraiment Pas de aucun background. background, mais qui Mhm. veut faire les aspects techniques en cybersécurité. Alors, deux voies s'offrent à lui. Il y a la voie de l'offensive et la voie de la défensive. Donc, dépendamment de ce qu'on va prendre, on va avoir un cheminement différent. Mais classiquement, ce qu'on demande aux gens de comprendre déjà, c'est le fonctionnement de Internet. Ensuite, quand je dis de comprendre Internet, ce n'est pas d'aller vraiment dans les aspects techniques très poussés. Il faut comprendre juste le fonctionnement dans un premier temps, c'est juste pour balayer tout le spectre de ce que tu vas avoir à apprendre, parce que déjà, avant que tu ne finisses d'apprendre, il y aurait déjà d'autres technologies et donc, il faut que tu puisses suivre. Donc, apprendre les bases de Linux, apprendre les bases de la programmation. Donc, quand je dis base, ce n'est pas de coder une application à faire utiliser par la NASA ou à scripter, à automatiser Ça peut des être tâches. l'algorithme simplement. Voilà, simplement comprendre ce que c'est que chaque élément, comment les éléments individuellement communiquent pour former un grand ensemble. Je prends par exemple ici aujourd'hui des étudiants en université qui étudient, qui font tout sur des serveurs de leur université. Une fois qu'ils passent maintenant à l'emploi, ils se heurtent à ce qu'on appelle le cloud. Donc, à l'université, ils n'ont pas fait le cloud. Donc, il faut qu'ils s'adaptent parce qu'ils n'ont pas été formés par exemple, pour monter un serveur dans le cloud. Ils doivent suivre l'avancement technologique. Donc, avoir une bonne base, ça va servir partout. Une bonne base en Linux, en réseau, en programmation et, dépendamment de ça, maintenant, ce vers quoi tu veux t'orienter. Pour te spécialiser, il faut maintenant que tu approfondisses. Par exemple, tu as eu tous ces backgrounds-là, et si tu veux faire maintenant la sécurité web, tu te concentres que sur des technologies web. Et quand je parle aussi de web, c'est un spectre très varié. Tu peux dire que tu es développeur PHP, tu t'intéresses à la sécurité PHP. Donc, tu vois, il n'y a pas une seule réponse, il n'y a pas un seul cheminement. Donc, tout le monde peut se retrouver en cybersécurité à un moment donné. Euh, je voulais ajouter quelque chose. Ben, je me présente d'abord, je m'appelle Roméo et je suis... Roméo? Oui, c'est ça. Oui, nous aurons le temps après de pouvoir prendre les interventions. Donc, permettez que les panélistes puissent intervenir. Après, vers la fin,
chacun, voilà, Ah, vous allez intervenir après. ah non, je Mais croyais ça que va permettre que chacun puisse déjà s'introduire et débattre, quoi. Sinon, nous allons peut-être finir demain matin. Voilà. ah, Donc, ok, Monsieur Bertin, voilà, vous voyez déjà que vraiment les participants sont vraiment Ouais, impatients ouais, c'est chaud, c'est chaud. contribuer. C'est Donc, intéressant. On va arriver à la phase, je pense, des des interactions. questions, oui. Oui, de Euh, l'interaction. OK. Donc, oui, oui, repose un donc, peu la question, puisque j'ai un peu perdu oui, quels le... sont les prérequis ou bien pour une personne qui n'a pas de base, qu'est-ce qu'il a Ah, ok. besoin? On va pas se mentir, quand même, sécurité, c'est clair quand même que tu vas quand même devoir avoir de petits b.a.-ba de tout ce qui est IT. Ça va, mais je pense qu'après, derrière, là où tu vas un peu essayer d'approfondir, c'est dans le domaine de la sécurité que tu choisis d'embrasser. Parce que aussi bien que tu choisis de la sécurité défensive ou offensive, il va quand même falloir que tu connaisses ce que c'est qu'un réseau, que tu aies les petits b.a.-ba de la programmation, enfin, tous ces petits détails-là, sans vraiment rentrer dans le fond du sujet, mais je veux dire, il y a plusieurs formations aujourd'hui en ligne qui vont te permettre d'avoir ces bases. Hein. Ce n'est pas forcément en allant faire non plus un cursus de 3 ou 4 ans que si tu veux juste ces bases-là, tu peux les avoir. Après, idéalement, c'est sûr que si tu t'inscris à un cursus académique, c'est intéressant aussi parce que dans la mesure où là, tu es dans un cadre bien défini où voilà, la route est un peu tracée, il n'y a pas, tu n'as pas d'effort personnel à, comment dire, tu n'as Tu ne pas t'égares de... pas. Tu ne Oui, t'égares tu ne te pas. gares pas, tu ne sais pas toi qui part chercher, qu'est-ce qu'il faut. Par Oui. Ouais, contre, surtout, si, voilà, surtout avec l'abondance des informations sur avec Internet, l'abondance des informations, on va très exactement, là, vite. tu as au moins un cadre où tu fais. Et puis après, quand tu seras un peu plus éclairé, plus, on peut dire, un peu mature dans le domaine, tu pourras être en mesure toi-même de choisir, OK, ça là, c'est pas dans ce que moi je veux faire, c'est ça que je veux faire. Tu peux choisir, par exemple, de te spécialiser en sécurité des données, hein. Ce qui veut dire que tout ce qui va concerner l'infrastructure, là, tu lis ça juste pour ta culture générale, mais quand on va parler d'anonymisation des données, quand on va parler tu vois un peu le genre de sujet, quoi, que les gars qui Oui. gèrent les données connaissent beaucoup. C'est là où toi, tu vas peut-être décider de te spécialiser. Par exemple, ceux qui vont gérer les CIEM ou bien les systèmes de big data, parfois, on ne veut pas que les données PII, les données de renseignement personnel, en tout cas, se retrouvent dans ces entrepôts de données-là. Donc, il y a les techniques d'anonymisation qui vont intervenir. Bref, il y a toute une panoplie de techniques que les gars qui sont, bien que dans la partie, par exemple, base de données, eux, ils vont vouloir se spécialiser dessus. Toi, tu peux aussi choisir d'être vraiment dans un volet où tu te contentes de faire une analyse de risque, la mise en conformité et tout le reste, tandis que quelqu'un d'autre est vraiment dans la partie infrastructure pure. Donc, ça dépend vraiment mais de toute façon, pour tous ces domaines-là, il y a quand même un minimum de base qu'il faut avoir et ces bases-là, c'est quand même l'IT. Maintenant, une fois que tu as quand même cette petite base-là, que ce soit avec un cursus scolaire ou je ne sais pas comment, voilà, si tu estimes, si tu veux vraiment, si tu as déjà le choix en fait du profil de carrière que tu aimerais avoir, genre tu veux peut-être vraiment faire le pen testing, pas parce que tu as vu la télé Mr. Robot, comment est-ce qu'il faisait des choses, mais parce que tu aimerais, voilà, tu aimerais vraiment faire ce travail dans ta vie, commencer en tout cas dans ce schéma-là. Ce que tu peux faire maintenant, c'est aller scruter les offres d'emploi qu'il y a en ligne. Dans les offres d'emploi en général, tu vas avoir les profils, les compétences qu'on demande en fait à ceux qui ont la carrière que tu veux avoir, à ceux qui ont en tout cas le profil, que ce soit un profil de départ ou un profil futur que tu veux avoir. Mais en tout cas, tu vas pouvoir le remarquer dans cette offre Dans d'emploi-là. l'offre, les différentes Ah, compétences qu'on demande. exactement. Et c'est comme ça maintenant que toi, maintenant, tu peux maintenant te rapprocher de ton réseau. On est par exemple dans un réseau comme Yocon, il y a plusieurs personnes que tu peux contacter. Peut-être parce que peut-être tu ne sais pas comment, pour telle compétence, il faut faire pour quel le cursus des écoles ou bien les formations qui peuvent te permettre d'avoir telle compétence. Ça, c'est maintenant un travail de recherche que tu peux faire quand tu as déjà donc eu cette petite base de départ-là.
dans l'IT, dans le dev. C'est vraiment ces petites bases de départ là qui peuvent être données soit à l'école, soit si tu es vraiment quelqu'un de très, voilà, très posé, carré, qui sait ce qu'il veut, toi-même tu te lances aussi et tu peux réussir à avoir ces bases-là. Mais moi, c'est ce que moi je peux dire, hein, c'est-à-dire que première chose, c'est avoir ces minimums de base. Idéalement, c'est quand même un cursus académique pour ne pas s'égarer, surtout quand on est encore débutant. Quand on est débutant, c'est pas toujours évident de savoir. Moi, je vais te dire ma petite histoire. Moi, je suis typiquement dans le cas que Nana Moi a expliqué tout à l'heure. Moi, j'en ai la cybersécurité à cause du chapeau noir. Ah, ok. Ouais, ouais. Moi, c'est dans ça que moi, je suis ancré. Donc, je m'amusais à écrire des codes, à récupérer les codes des virus, à les modifier. Bref, tu vois un peu le truc, quoi. Juste pour l'entraînement, même pas parce qu'il voulait faire des choses, mais ça me plaisait en fait de voir comment tu testes un truc et après tu prends le contrôle. Ça m'intéressait. Quand moi j'ai découvert mes tasks, c'était comme j'ancrais dans un jardin de bonbons. Donc, c'est un peu ça. Mais si tu veux, j'estime que je n'ai pas peut-être eu aussi au départ le cadre, parce que nous, on a beaucoup, moi en tout cas, j'ai beaucoup cherché à adapter ma voix en me documentant et en voyant OK. Donc, je pense quand même que c'est trop de travail pour quelqu'un qui ne sait pas encore exactement dans quoi lui veut se lancer. Et c'est le cas de la question que tu posais, à dire quelqu'un de vraiment débutant. Donc, dans ce cas-là, moi, je pense que soit il a un mentor, soit il s'inscrit dans un cursus académique, ou alors c'est vraiment quelqu'un qui sait exactement comment il est structuré pour pouvoir lui-même choisir, parce qu'il y en a tellement de ressources, mais tellement de ressources. Et le Alors, côté obscur de la force est toujours plus actif que la lumière. Ça, c'est clair. ok. Alors, donc, ici, ce qu'on va retenir, c'est que il peut soit s'inscrire dans un cursus académique parce que là, il va suivre tout un parcours et à partir de là, il aura les idées pour pouvoir vraiment se spécialiser dans un domaine ou avoir un mentor. Donc, ici, je rappelle qu'un mentor, bien évidemment, c'est une personne qui est déjà qui est déjà du domaine et puis il peut arrêter ta main. Ça veut que je peux par exemple me rapprocher d'un amour ou bien de, de, de Bertin et puis je vais dire, OK, moi j'ai envie de faire cybersécurité. Mais la passion est déjà là, la volonté est déjà là. Et puis, ou bien je peux écrire dans le groupe et puis à partir de là, j'aurai des différentes réactions de chaque personne et puis je vais faire une synthèse et puis je vais me mettre dans le travail. Ouais. Et alors, maintenant, pour une personne qui a déjà les bases en IT, peut-être il était un database administrateur ou bien il était un bon administrateur système, comment est-ce qu'il peut se prendre pour pouvoir convertir sa carrière et devenir peut-être, pourquoi pas, un ingénieur en cybersécurité? Et c'est pas Kevin? Oui, je suis encore là. Ok, merci. Est-ce que tu peux déjà nous dire comment est-ce que une personne qui a déjà un background en IT peut s'y prendre pour convertir sa carrière et venir dans le domaine de cybersécurité? Ah, ok, d'accord. Bah, tu vois, en fait, ça revient un peu à ce que Bertin a dit tout à l'heure. Vraiment, ils ont fait le tour de la question et l'explication qu'il a donnée est assez pertinente. Moi, je dis simplement, c'est même le cas idéal. Donc, quand quelqu'un vient, par exemple, me voir et qu'il a déjà un profil en IT, il a déjà un bon background en IT, pour moi, c'est l'idéal. Et des fois, si je dois utiliser un peu le langage terre à terre, on va se dire, ce gars ne va pas forcément me casser la tête parce qu'il maîtrise déjà, parce qu'il maîtrise déjà quelques trucs en informatique. Donc, Oui. maintenant, comme c'est un cas d'espèce assez différent et assez particulier et un peu plus facile à manager, moi, en fonction de l'aspiration de cette personne-là, comme mon confrère l'a dit tout à l'heure, je vais l'orienter vers ce choix. Si c'est par exemple un développeur, comme mon confrère l'a dit tout à l'heure, je vais sans doute dire que, bah voilà, OK, tu fais déjà du développement, c'est le développement web. Il y a par exemple la sécurité des applications web qui sont assez très intéressantes. Il y a le cadre de l'OWASP. Il y a d'autres cadres également qui sont intéressants. OK. Si c'est quelqu'un qui fait de la programmation, peut-être des logiciels en du, je vais par exemple dire que, OK, voilà, il y a des techniques, par exemple, pour la sécurité des applications de type ERP, ça peut t'intéresser également sur ce côté-là aussi. Donc, vraiment, en fonction vraiment du profil de la personne que j'ai en face, je pourrais l'orienter. Mais des fois aussi, vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes qui ont ces profils-là, mais il va te dire, je veux tout savoir. Tu vas dire, mais attends, la cybersécurité, c'est vaste, tu ne peux pas tout savoir, OK? Il faut clairement se situer et être expert dans un domaine bien précis. Donc là, maintenant, c'est toi, en fonction
de ton expertise, de savoir comment orienter cette personne-là. Donc, pour moi, au final, je dirais, pour chuter, je vais d'abord non seulement dans un premier temps étudier le profil du gars, OK, correctement échanger avec lui pour savoir quelles sont ses aspirations et qu'est-ce qu'il aime faire, OK. Et en fonction de cela, je vais l'orienter vers un domaine précis. Parce que moi, je suis un peu personnellement très friand lorsque quelqu'un va venir me dire, je veux tout savoir. Non. Si tu viens me dire que tu veux tout savoir, c'est que, un, tu n'es pas sérieux. Deux, tu n'as pas pris la peine de faire quand même le tour de la question avant de vouloir te lancer. L'objectif aussi dans ça, de discuter avec la personne doucement parce qu'on va se rendre compte que si une personne vient vers toi, c'est parce qu'il ne maîtrise pas et c'est à toi en tant que grand frère, entre guillemets, si je dois dire ça comme ça, ou aîné sur le sujet de la cybersécurité, de correctement l'orienter. Pour moi, en fait, c'est des meilleurs profils, en fait, ceux qui ont déjà des bases en informatique. Comme on se dit des fois, ça fait moins de casse-tête. D'accord. Je souscris à 100% à ce que Kevin vient de dire. Hein. Si d'aventure quelqu'un qui n'a pas de base, on lui demande d'avoir des petites bases et après ça va aller. À plus forte raison, quelqu'un qui a déjà un petit profil, ça devient plus simple parce qu'on sait déjà là où il a déjà un bon socle pour l'orienter vers les divers métiers de la sécurité. Donc, moi, c'est ce que je peux rajouter rapidement pour ma prise de parole sur cette question. Pour compléter l'information, il y a une mind map qui a été faite par, je pense, l'ANSSI France, que les gens pourront chercher sur Internet pour voir un peu le spectre de métiers qu'on a en cybersécurité. C'est des centaines, des centaines. Ah oui, oui. Un peu et alors, trouver leur... D'accord. J'ai juste une question ici. Je vais terminer. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas créer votre métier de rêve en cybersécurité. Tout est possible. D'accord. Il y a aussi l'entrepreneuriat. Pourquoi pas? Ah oui, bien sûr. Ah oui, normalement. Alors, moi, de mon expérience et peut-être de ceux et de mon réseau aussi, parfois si tu es peut-être un entrepreneur et que tu as ta boîte, parfois tu veux proposer des services de consultation dans des entreprises. Lorsque tu arrives, parfois c'est OK. Oui, l'expérience là c'est bon, mais est-ce que tu as telle certification? Je me rappelle, il y avait un ami qui avec son entreprise, ils avaient gagné un marché dans une grande entreprise au Cameroun. Et puis, il leur fallait une certification pour pouvoir, des personnes qui étaient certifiées dans le domaine pour pouvoir mener la mission. Alors, moi, ma question ici que je vous pose, c'est quelle est la valeur donc de la certification dans le domaine de la cybersécurité? Je vais répondre. Je vais commencer par répondre en disant tout simplement que la valeur de la certification dans le domaine de la cybersécurité, c'est la même valeur qu'une certification peut avoir dans tous les autres domaines de la vie. Le rôle de la certification, en fait, c'est quoi? Le rôle de la certification, c'est que je ne te connais pas. Je ne te connais pas. On n'est pas né dans la même famille. Maintenant, tu veux que je te confie un service pour lequel je vais payer. Moi, j'ai besoin de quelques assurances. Tu vois, si je te connaissais, j'avais déjà tes faits d'armes, j'allais dire, OK, d'accord, ça va, il peut le faire. Tu vois, il a tout. Voilà. Mais en fait, la certification, en fait, c'est comme son nom l'indique, ça certifie quelque chose. Je ne te connais pas, mais ce document me certifie que telle organisation à laquelle je fais confiance te connaît comme étant quelqu'un qui a cette capacité. Mais dans un autre contexte, si je connais tes faits d'armes, par exemple, ton expérience, je peux te mettre dans ce genre de projet, sauf que le monde ne fonctionne pas comme ça. Voilà, donc, les gens ont besoin d'être rassurés. Donc, du coup, c'est pour ça qu'en fait, les certificats ont été créés. C'est comme les diplômes. C'est-à-dire, on ne te connaît pas, mais au moins, quand tu vas les présenter, quand tu vas présenter ces documents, la personne en face n'a plus besoin de poser certaines questions. Elle estime que okay, ça, c'est déjà évacué. Donc, le rôle des certifications dans la sécurité, c'est pas uniquement la sécurité, c'est comme dans tout domaine. C'est juste que dans le domaine IT, comme c'est un domaine technique, c'est plus facile d'évaluer quelqu'un et donc lui donner une certification. C'est pour ça que tu vas voir que dans les fonctions IT, il y a beaucoup de certifications, que ce soit dans les bases de données, tous les constructeurs d'ailleurs mettent en place des certifications. C'est pour permettre à ce que ceux qui, on va pas dire des experts, mais c'est de leur communauté, si tu veux, c'est de leurs utilisateurs qui ont par exemple embrassé le VMware ou bien le Oracle ou bien le Java, puissent se vendre facilement en entreprise avec des documents qu'eux, ils vont certifier. Donc, Java peut dire maintenant OK, moi, je sais que mon langage est utilisé par beaucoup d'ingénieurs, mais pour qu'ils aillent facilement en entreprise, je vais maintenant leur donner un document pour dire que OK, celui-ci, il développe bien et moi, je le reconnais, je certifie que
il développe bien. Puisque je l'ai évalué, il développe bien en Java. Ça ne veut pas dire qu'il est meilleur que quelqu'un qui n'a pas la certification. Absolument pas. Oui. Mais il faut reconnaître qu'en ayant quand même ce document de certification-là, lui au moins, il n'aura plus besoin de trop bavarder avant de rentrer dans l'étape suivante du cursus. Tu vois, c'est comme si on te demandait ta carte d'identité, tu commences à raconter que ouais, je m'appelle Collins, mais vous ne doutez pas, je vous dis que je m'appelle Collins, voilà, je suis né. Manque la carte, manque l'acte. Et c'est bon. Quand tu manques l'acte, ok, ça va, c'est son acte, c'est son certificat de naissance, c'est bon, il est vraiment né à tel endroit, il s'appelle Collins, terminé, fin des débats. Maintenant, on passe à l'autre sujet qui est peut-être d'évaluer ta compétence réelle. Et c'est ça pour moi le rôle d'un document comme le diplôme, la certification. Tous ces documents-là, c'est en fait pour se faciliter la tâche. En aucun cas, ça ne remplace la compétence, mais c'est nécessaire quand même pour pouvoir valider certains gates que les recruteurs vont mettre dans le processus en fait. Je sais que c'est un débat qui a souvent été plusieurs fois porté dans les sujets. Voilà, c'est-à-dire que à quoi sert la certification? Moi, je dis, ne vous certifiez pas si vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais à ce moment donné, donc, soyez prêt à prouver que vous vous appelez votre nom. C'est ça, en fait. C'est-à-dire qu'on va te dire, tu t'appelles comment? Tu vas devoir prouver que tu t'appelles ce nom-là. Et c'est plus compliqué que de montrer l'acte. D'accord. Donc, c'est un peu comme si la certification était un peu comme si c'est notre réseau. Donc, ça va t'ouvrir la porte, mais sauf ta compétence doit te faire rester à l'intérieur. Tout à fait. Si tu n'es pas compétent, on va pas te garder. Hein. Ça va de soi. Ça va de soi. Aucune entreprise ne peut. Si on détecte que le document est là, mais que la compétence n'est pas là et le résultat n'est pas là, bon, forcément, ce qui va suivre va suivre. Mais la priorité, c'est la compétence. Vraiment, priorité, compétence, compétence, compétence. Maintenant, pour faciliter ton circuit, surtout on est dans un sujet de carrière. Moi, je pense que pour faciliter, pour hacker sa carrière, le volet certification doit être une clause que chacun doit mettre comme élément. Parce que on n'est pas le monde fonctionne ainsi. On n'est pas dans un, on va dire quoi, dans un film où c'est nous les personnages principaux et on est supposé gagner à la fin. Non, ouais. Personne va te faire des cadeaux. Donc, il faut prendre toutes les armes qui sont mises en place, notamment ces documents-là, tant que c'est possible, en tout cas. Mais non plus le faire en désordre. Vraiment, ce que Nana a dit au début, c'était très important. Quand tu connais quel profil de carrière tu veux avoir, tu peux maintenant savoir quelles sont même les certifications que tu peux chercher à rajouter dans ton profil pour justement avoir. Mais il ne faut pas embrasser tout pour rien. Je veux dire, tu ne vas pas aller faire toutes les certifications de pen testing, le OSCP, ceux du JAC. C'est bon, tu as la compétence pen testing. Tu as fait une certification pour OSCP, c'est bon. Maintenant, si tu veux aussi faire le GPEN, va le faire, mais moi, je ne sais pas, en fait, pourquoi tu vas le faire. Toi seul, tu as GPEN. Toi seul, tu as OSCP. Toi seul, tu as encore CEH. C'est un peu... Voilà, on ne sait pas ce que quelle était l'ambition derrière. Ouais. Ok, Kevin, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Pardon? Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur la valeur de la Oui, naturellement, j'ai quelque chose à ajouter. Et vous savez, le sujet de certification, ça peut faire encore tout un autre point, toute une autre rencontre encore, vraiment, je vous assure. Et Bertin a tellement fait le tour de la question que moi, je vais juste rajouter un peu d'eau. Désolé pour la sirène à côté. Non, c'est bon, c'est bon. Un peu d'eau à son moulin. Il a mentionné un volet très important qui est la compétence. La compétence et rien que la compétence. Pour le reste, vraiment, ça va venir après. OK? Comme j'ai lu quelque part et comme j'aime toujours dire, la certification ne fera jamais de toi un bon auditeur. OK? La certification, ce n'est qu'un bout de papier qui dit « j'atteste que, je certifie que ». Maintenant, derrière, on connaît tous comment certaines personnes ou quels sont certains réseaux pour avoir des certifications. Maintenant, si derrière, tu n'as pas la compétence, ça va être à toi de prouver lorsque tu vas être au pied du mur. Comme on dit souvent, on reconnaît le maçon au pied du mur. OK? Ouais. Maintenant, aujourd'hui, c'est clair que c'est parfois la porte d'entrée. Oui. OK. Nous avons perdu Kevin. OK. Nanamou, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Oui, naturellement. Donc, moi, je suis dans les deux milieux à la fois, le milieu industriel et le milieu académique. Académique. Quand je vois le débat de la certification, ça me frustre un peu parce que
Pour moi, une certification ne remplace pas un diplôme, ça, on est d'accord. Oui. Ensuite, une certification, ça veut dire simplement que vous avez réussi l'examen. Point. Ça ne veut pas dire que vous avez des compétences attestées. Parce qu'on peut passer une certification sans avoir suivi le cursus, sans avoir suivi les cours offerts par cette certification-là. Il y a d'ailleurs des certifications qui n'ont pas de cours. Donc, pour moi, c'est comme ils l'ont dit, c'est vraiment la compétence. Et puis, ce n'est pas tous les emplois qui requièrent une certification. Il faut bien se renseigner, il faut savoir se vendre, il faut savoir montrer ce de quoi on est capable. Ça peut passer par la réalisation des projets, par la contribution à des projets open source, et en tout cas en montrant étape par étape publiquement ce qu'on sait faire. Il y a aujourd'hui, je prends l'exemple des bug hunters, des gens qui font du bug bounty, qui gagnent des milliers de dollars. Ils n'ont pas besoin de certification pour dire qu'ils sont... Donc, ce sont des gens qui font partie déjà de la liste des personnalités les plus reconnues en matière de cybersécurité. Par exemple, chez Microsoft, ils ont leur liste, ils ont leur nom sur le site officiel de Microsoft, etc. Donc, pour moi, la certification, c'est vraiment... on va dépasser on va dépasser la certification. C'est quelque chose, parce que c'est devenu un marché, un business. Tout le monde, toutes les organisations essaient de mettre en place une certification. Et aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, on sait les dessous des certifications. Les entreprises ne trouvent pas, en tout cas, vraiment, n'accordent pas une grande importance à la certification. C'est comme récemment, si vous avez suivi les informations, le EC Council a été vraiment saboté par plusieurs organisations parce que simplement, ils ont dévoilé comment est-ce que les gens gagnent la certification et aussi comment est-ce qu'ils sont en train de plagier les documents des autres compagnies, etc. Donc, pour moi, la certification, ce n'est pas une fin en soi. C'est juste, ça certifie simplement qu'on a réussi à l'examen qu'on nous a donné. Si on nous posait autrement les questions, peut-être qu'on ne réussirait pas la même certification. Donc, ce n'est pas quelque chose qui doit montrer le niveau de compétence de quelqu'un ou pas. C'est pas l'absolu, quoi. Voilà, pour moi, simplement, la certification, c'est un grain de sel qui peut rendre agréable la sauce, simplement. D'accord. Ok. Voilà, c'est un grain de sel qui peut permettre de faire mieux passer sa sauce. Ouais. Ok. Alors, ici, nous avons déjà parlé d'une personne qui est qui n'a pas de carrière, en fait, qui n'a pas de compétences, et une personne qui aimera peut-être se reconvertir dans le domaine. Maintenant, qu'en est-il pour une personne qui a déjà commencé, peut-être il y a d'ici là 3 ans, il est toujours à la même position. Comment est-ce qu'il fait pour booster sa carrière dans ce cas? Je peux commencer? Oui. Donc, le changement de carrière, c'est quelque chose. Donc, déjà, le changement, c'est une décision très difficile à prendre et il faut en être conscient. Déjà, ça dépend de pourquoi on veut changer de carrière. Si on veut changer de carrière au sein de la même entreprise, il y a des entreprises, je sais qu'elles accompagnent dans ce processus-là. Elles peuvent vous donner des formations, des certifications. Vous pouvez même avoir des gens à l'interne qui vont vous apprendre à faire le métier. Parce qu'il faut savoir qu'en entreprise, on ne fait pas tout, on ne reprend pas tout à zéro. Il y a des procédures qui sont décrites. Tu es là, tu es pentester, tu ne vas pas, lors d'une mission, tu ne vas pas appliquer tout ce que tu connais. On va te donner une checklist, on va te donner une procédure. On va te dire, bon, quand tu as ça, tu testes ceci, tu testes cela, tu documentes. Quand tu as ceci, tu ne vas pas sortir en dehors de ça. On ne fait pas la fête en entreprise comme on le veut. Donc, pour changer de carrière, il faut prendre en considération certains aspects. Est-ce qu'on est passionné? Est-ce que c'est pourquoi on veut changer de truc? Est-ce que c'est vraiment une raison valable qui nous permet de tenir sur la durée? En fonction de ces réponses-là, on peut s'orienter, comme on l'a déjà discuté, on peut s'orienter vers un mentor. Un mentor, c'est très bien parce que lui, il a déjà fait des erreurs et ça vous permettra d'éviter ces mêmes erreurs et d'aller encore plus rapidement et plus vite et de gagner en confiance, bien sûr. Parce que dans l'apprentissage, quand on apprend tout seul, il y a des moments où vraiment on est découragé, il y a des moments où on ne comprend pas les choses. Et si on a quelqu'un à nos côtés, un mentor qui peut nous dire, qui nous dit, bon, ce que tu es en train d'apprendre là, écoute, moi j'ai regardé ça sur ce truc-là. Je pense qu'en regardant cette formation, tu pourras mieux comprendre. Donc,
pour moi, pour changer de carrière, il faut déjà prendre la décision, avoir les bonnes ressources et les bonnes personnes à ses côtés. D'accord. Et pour booster maintenant sa carrière, supposons Ah, que toi, en amour, toi, tu es déjà dans le domaine, mais depuis un moment, tu n'évolues pas. Comment est-ce que tu ah, fais? Oui. ça dépend, on n'a pas tous les mêmes compétences. Pour évoluer, ça ne prend pas en considération que les compétences techniques. Il faut aussi adresser à cela des compétences managériales, des compétences communicationnelles. Donc, tu ne peux pas être dans une équipe où tu ne communiques pas et toi, tu es là juste, tu rédiges. En réunion, tu ne poses pas des questions, tu ne donnes pas ton avis. Dans ce sens, on peut pas te faire, tu ne peux pas avoir de la promotion. La promotion, ça passe par tous ces processus-là. S'intéresser aux autres, savoir faire avancer l'équipe dans un moment où il n'y a personne pour répondre à ces questions-là. Donc, ce n'est pas que... bien sûr, il y a d'autres aspects aussi. Pour accéder à un certain poste, il faut avoir un certain nombre d'expériences. Il faut avoir aussi certaines certifications. Donc, en fonction de ces éléments-là, on peut se positionner. D'accord. Oui, Super clair. j'aime beaucoup le facteur humain que Namou met en avant. Oui. Effectivement, quand on commence à parler d'évolution en entreprise, c'est presque pas toujours les compétences, hein. C'est souvent aussi le facteur humain. Et c'est très bien de mettre en emphase la participation, l'activité, par exemple, dans les réunions, c'est-à-dire la plus-value que l'entreprise, bien que les collègues perçoivent que tu apportes, quoi. C'est-à-dire qu'il y a souvent moi, j'avais eu un ancien chef qui prenait souvent l'examen selon lequel il y a parfois dans la salle quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, mais quand on a besoin de prendre des décisions, tu te rends compte que tout le monde se retourne vers lui pour le regarder. C'est parce qu'en fait, il a déjà assis sa notoriété, quoi. C'est-à-dire, c'est sûr qu'au début, il intervenait beaucoup, il donnait son point de vue. Donc, on sait déjà que, en fait, le sujet, c'est, même s'il ne parle pas, ça veut dire que tout va bien, en fait. Donc, il est tranquille. Donc, c'est un peu ça, c'est-à-dire que il faut savoir se mettre en avant, il faut savoir qu'on sente vraiment la valeur que vous apportez. Ça peut passer aussi par votre self-branding. Par exemple, sur les réseaux, aujourd'hui, on a plusieurs outils pour faire aussi sa propre promotion, même sur ses compétences. Et c'est un peu ça, c'est-à-dire que le volet évolution de carrière, que ce soit en entreprise ou bien ailleurs, va vraiment dépendre. En entreprise, d'abord, là où on te connaît, on te connaît déjà, c'est sûr que ça va être au niveau de la communication, au niveau de, voilà, de la plus-value que tu vas ajouter. Et ailleurs, ça va beaucoup plus être au niveau du branding que tu vas faire de tes réalisations. Par exemple, si tu travailles sur des projets, comme Nanamo disait tout à l'heure, le fait d'intervenir sur des projets, même sans avoir des certifications, tu es sur des projets, tu es sur les bug bounty, on te connaît en fait. Voilà, maintenant, si tu regardes ça pour toi, mais personne ne va connaître. Moi, j'ai vu par exemple des gens qui, après le CTF qu'on a fait, Eyes Open CTF, ils ont publié leur participation. Il est sorti 11e, mais c'est bon. Il est sorti 10e, c'est bon. On sait déjà que voilà quelqu'un voilà, tu vois un peu le truc. C'est de la valeur. C'est de la valeur et quand on néglige cette valeur, cette valeur-là, de ce branding-là qui permet d'évaluer en fait la personne hors du contexte diplôme ou une certification, c'est qu'en réalité, moi j'estime hein, qu'on ne profite pas assez des éléments sur lesquels on pouvait agrandir augmenter son profil et justement donc faire progresser Dans la sa carrière. carrière. Mais sinon, j'ai quand même beaucoup aimé aussi l'aspect erreur qui a été mentionné toujours par mon confrère. C'est parce que les erreurs sont merveilleuses, hein, moi j'ai envie de dire. C'est bien de faire des erreurs parce que c'est vraiment avec les erreurs qu'on apprend. L'enfant, pour marcher, il tombe. L'enfant ne se lève pas, il commence à marcher du jour au lendemain. C'est parce qu'il tombe plusieurs fois qu'il apprend à marcher. Et c'est aussi peut-être pour ça que c'est souvent bien de se rapprocher un peu des aînés parce que il y a des façons de tomber que tout le monde est déjà tombé. Donc, si toi, tu peux au moins éviter ces façons normales de tomber là, c'est toujours une bonne chose de voir, ok, d'accord, donc ça, déjà, il ne faut pas le faire. Que de se rendre compte de cette erreur peut-être 5 ou 10 ans après, c'est un peu, voilà, c'est un peu problématique. Pour faire un petit dessin dans le contexte purement camerounais, on avait eu à un moment donné, je ne sais pas, le micro de... Peut-être un Le peu code de Gabriel. Oui. Voilà, il y avait un contexte là au Cameroun où les entreprises télécoms avaient
Ceux qui travaillaient dans la partie, surtout les gens qui travaillaient sur le terrain, là, il y avait de bons salaires, tu vois un peu le truc, quoi. Donc, c'était un secteur où les gens arrivaient, voilà, ils étaient bien payés. Et à un moment donné, les entreprises, c'était comment commencer à sous-traiter. Et les sous-traitants, en fait, eux, ils payaient peu, tu vois. Il y a beaucoup qui ont continué à aller vers ce genre de filière-là. Et quand ils sont sortis, en fait, ils ont plutôt été embauchés par les sous-traitants qui, eux, ne payent pas bien. Mais en fait, c'est parce qu'ils n'avaient pas eu l'information de ceux qui, dans cette entreprise, quittaient déjà, en fait. Et ils quittaient des entreprises parce ils avaient déjà perçu que ça ne payera plus. Donc, il faut déjà s'exporter ailleurs. Tu vois que ces gens-là qui entrent dans ces filières à ce moment donné-là auraient pu se rapprocher plutôt de leurs aînés, qui leur auraient dit qu'en fait, le domaine, les entreprises télécoms sont en train de changer de stratégie, maintenant veulent sous-traiter toute la filière. Ça veut dire que la manne que nous en avait, vous ne l'aurez pas. Vous ne l'aurez pas. Donc, si vous Donc, acceptez de ne pas pouvoir si tu es en l'avoir, train d'aller pour de l'argent, tu peux déjà. oui, tu auras un salaire, un travail, mais ce n'est pas comme nous on avait, parce qu'avant, c'était vraiment du jus, quoi, tu vois. Quand quelqu'un était c'était des gars qui pouvaient facilement peser 800, tu vois, 800, c'est un bon salaire chez nous. On connaît un peu le terrain. Donc c'est un peu ça, ce que moi je veux dire, c'est souvent parfois aussi avoir l'information pour ne pas faire des erreurs inutiles, que c'est peut-être qu'après 5 ans que tu vas rectifier. Mais c'est normal de faire des erreurs, c'est une bonne chose, les erreurs sont normales, ça fait partie du parcours. Donc, quand on construit sa carrière, c'est normal de faire des erreurs. C'est aussi des erreurs qu'on apprend. D'accord. J'ai une dernière question avant que nous passons la parole aux différents participants pour qu'ils puissent peut-être contribuer. Alors, là, vous avez parlé d'erreurs. Il faut faire des erreurs, c'est bien. Il faut pratiquer, il faut avoir de la compétence. Mais où est-ce que je vais donc faire toutes ces erreurs? Où est-ce que je vais donc essayer toutes ces choses-là? Est-ce que vous avez des ressources ou bien vous avez des plateformes que vous pouvez conseiller? Ou bien, oui, en fait, toutes les ressources nécessaires qu'une personne peut avoir pour pouvoir déjà commencer à s'imprégner du nécessaire pour pouvoir commencer soit sa carrière ou bien se convertir dans le domaine. Bon, je vais faire un jet très rapide hein, Oui, pour répondre à la question. Je vais dire, il faut participer. Les ressources, en fait, c'est être actif. Pour moi, c'est ça, être la ressource. Parce que en venant, par exemple, à des conférences comme celle-ci, tu prends l'information et tu vas découvrir. Tu peux pas d'emblée connaître les ressources. Nous, on va peut-être donner des ressources, mais il y en a d'autres qui sont peut-être plus exactement. pertinentes que nos ressources. Donc, pour moi, en fait, le but, l'intérêt, c'est quand tu t'intéresses déjà à quelque chose, il faut être dans des communautés, être actif. C'est là où l'information est partagée. Tu vois, participer à des forums, pourquoi même pas prendre la parole, pourquoi même pas aussi s'exprimer. Et puis après, mais sinon, les ressources standards, on les connaît. Hein. Les gens vont parler des ressources didactiques, comme par exemple les plateformes de MOOC, qui sont bien connues comme, je pense, Coursera, Udemy également, elles sont connues, même LinkedIn également le fait. Donc, il y en a des ressources. Il y a tellement de ressources pour pouvoir soi-même apprendre, se reconvertir, changer de carrière. Il y a Google, par exemple, a un programme, je ne sais pas, mais je ne suis pas très documenté dessus, mais ils ont un programme gratuit qu'ils ont mis en place. Donc, les ressources sont là, Google, terminé, tu as les ressources. Mais c'est vraiment la manière aussi également de les utiliser et la manière de se mettre en avant pour avoir l'information qui va aussi faire la différence à ce niveau-là. D'accord. OK. Madame? Alors, simplement, moi, je dirais que de nos jours, le paradigme a changé. Ce n'est plus, on ne va plus chercher l'information, c'est plutôt l'information qui vient à nous à travers les réseaux sociaux. Pour avoir une bonne veille technologique, je veux dire, il faut d'abord commencer par s'abonner à des bulletins d'information en informatique et puis bien configurer ses flux RSS, etc., etc. Il y a aussi LinkedIn et Twitter que moi je trouve super. C'est une mine d'or pour qui sait les utiliser à bon escient. Il s'agit de suivre les personnes qui font la même chose qu'on aimerait faire. Ouais, Donc, si on voilà. connaît les bonnes, on sait ces bons comptes-là, on s'y abonne, on active toutes les notifications. Je pense que de telle manière-là, on sera constamment informé sur l'évolution des choses. C'est Et ça. puis, donc, pour moi, il faut se focaliser sur une seule chose. Par exemple, si vous voulez apprendre la cybersécurité, il faut se concentrer sur une seule plateforme. Ça ne sert à rien de courir à gauche, à droite pour aller chercher l'information. Vous commencez par exemple par TryHackMe, vous faites le maximum que vous pouvez. Ensuite, vous vous exportez au fur et à mesure aux autres.
Sinon, si on commence à se disperser, ça va pas le faire. Et l'autre approche que j'avais aussi, c'est que pour les domaines, bien sûr que les domaines sont en tout cas interdépendants, mais ce que je conseillais aussi à certains débutants, c'était de fixer ce qu'ils veulent apprendre. Ils se disent, bon, moi je veux apprendre le XSS, bah, ils vont se documenter au maximum sur le XSS, sur Internet, peu importe la plateforme. Ils vont prendre les cours, ils vont faire tous les CTF ou tous les exercices qui sont faits, ou le maximum en tout cas qui est lié à cela. Et c'est de cette manière qu'ils pourront apprendre à se performer. Donc, pour rester informé, il faut pas suivre les personnes, les influenceurs qui vous vendent le rêve, qui n'apportent rien à votre vie. Il faut suivre les bonnes personnes, les bons influenceurs, on va dire, qui partagent l'information qui vous est utile. Non pas des gens qui vont vous faire perdre du temps à scroller toute la journée une D'accord. application. Merci beaucoup. Alors, nous allons passer au volet des questions. Ce que nous allons faire, c'est quoi? Je vais lire quelques questions des intervenants des participants, et après, peut-être, nous allons laisser la parole à certains de pouvoir participer. Alors, il y a Wilfried qui pose une question. Il dit ceci: ce n'est pas nouveau que l'Afrique souffre d'une fuite des cerveaux. Je pense que ça, c'est au niveau où on parlait de sa carrière en cybersécurité et comment est-ce qu'on pouvait faire pour monter, peut-être voyager ou bien rester sur place. Donc, lui, il a dit, beaucoup de nos meilleurs gars sont soit hors du pays, du continent, soit prévoient partir. Alors, comment comptons-nous rendre notre continent respectable dans ces domaines? Quand j'essaye de comparer le niveau de cybersécurité à l'étranger et chez moi au pays, c'est assez triste. La différence est énorme. Nous ne sommes même pas visibles. En d'autres termes, comment faire en sorte que notre continent devienne fort dans ce domaine? Je sais qu'il y a beaucoup d'obstacles à cela, mais comme de la disponibilité d'Internet, mais quels conseils donnez-vous? Alors, moi je pense que il faudrait pas qu'on se mente. Vous êtes au Canada, Kevin au Canada, depuis un moment. C'est vrai qu'on était au pays depuis un moment, mais pratiquement, nous cadres là présentement, nous sommes pas en Afrique. Donc, Bertin, lui, il est au Canada, Nanamo au Canada, Kevin, lui, au Canada, moi, je suis en France. Donc, mais ça, c'est une fuite quand même de cerveau. Comment est-ce qu'on peut faire donc pour pouvoir... Peut-être, chacun doit avoir ses raisons. Moi, je dois avoir mes raisons d'être ici. Comme chacun d'entre nous doit avoir ses raisons. Mais qu'est-ce que nous donnons comme conseil? Parce que n'oublions pas que, comme on le dit, l'ikigai, c'est d'avoir une raison de vivre qui permet, donc c'est d'avoir un domaine qui te permet de vivre, mais qui te passionne aussi. Ça veut dire que il faudrait que quand tu te lèves pour aller faire ta sécurité ou bien faire ton IT, parce que ça te plaît, parce que ça te passionne, mais que tu sois aussi capable de payer les factures à la fin du mois et aussi d'assister tes proches. Alors, qu'est-ce que vous conseillez donc à ceux qui sont encore au pays et qui sont en train de nous écouter? Comment est-ce qu'ils peuvent faire pour s'en sortir? Peut-être ils ont de la compétence, mais ils s'en sortent pas. Et parfois, ils trouvent que peut-être la solution, c'est de voyager parce que à l'extérieur, il y a beaucoup d'opportunités. Donc, moi, je vais vous laisser pour aussi répondre à cette question ou bien laisser aussi les participants intervenir là-dessus. Ok, les thèmes, moi, je vous écoute. Alors, ok, donc moi je commence, c'est une très belle question. Okay. Il faut d'abord commencer par se demander pourquoi est-ce que les gens sortent. Ça, c'est la première question. En ce qui me concerne, moi je pense que sortir, c'est bien pour se connecter au reste du monde, savoir comment ça se passe et ensuite venir reproduire la même chose chez nous. Donc, si on n'était pas sorti aujourd'hui, moi, en ce qui me concerne, il n'y a pas de formation de cybersécurité en Guinée. Je ne me serais jamais spécialisé en cybersécurité, je n'aurais jamais eu les compétences que j'ai, et même l'accès à Internet, comme il a mentionné, c'est un peu compliqué. Donc, moi, je pense qu'on doit être dans cette philosophie d'aller étudier et de venir investir, même si on n'a pas prévu de retourner, mais de poser des projets qui pourront aider nos cadets à prendre la relève. C'est mon cas, par exemple, c'est le cas de Bertin qui a Eyes Open Association au Cameroun. C'est mon cas aussi, j'ai créé une association de ce type en Guinée. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir accompagner la jeunesse sur nos traces.
même si nos traces n'ont pas été les meilleures, mais de les orienter vers le domaine de la cybersécurité, faire la promotion, leur dire attention, si ça existe et ça pourrait nous être utile. Donc, moi, c'est la D'accord. réponse que je trouve à sa question. Il faut sortir, aller apprendre et revenir ou alors faire bénéficier ceux qui sont restés. D'accord. OK. C'est Bertin. Oui, oui. Tu vois, déjà pour l'aspect sortir, si tu analyses et que tu vois qu'il faut sortir, parce que c'est là-bas où tu as l'opportunité, vas-y, sors. Il n'y a pas de souci. Le plus important, c'est que l'opportunité dans laquelle tu te diriges soit voilà, que tu as jugé que c'est pertinent pour ton avenir professionnel et ta carrière. Ça peut être au pays. Il y a des gens qui ont la chance de faire leur carrière au pays. Il ne faut pas croire que. Exactement. Après, c'est clair que les opportunités sont beaucoup moins, surtout dans la cybersécurité, que dans d'autres pays. Ça, c'est également une réalité. Donc, côté sortie du pays, ça, c'est pas un problème. S'il faut sortir, il faut sortir. Mais à the end of the day, donc à la fin de la journée, moi, je pense que la question que tu dois te poser, c'est quelle est la valeur que j'ai apportée? C'est bon, tu as réussi professionnellement, mais qu'est-ce que tu as apporté? Qu'est-ce que tu as apporté en fait? Euh, Aux autres. il n'y a rien de plus gratifiant que de savoir que, avec le succès que tu peux avoir, hein, de savoir qu'il y a des personnes qui ont profité de ce succès. Ça peut être des personnes qui te connaissent ou qui ne te connaissent pas. Et c'est pour ça que c'est très important après de revenir, par exemple, donner aussi un peu de ce que toi, tu as obtenu, que ça peut être juste en termes de connaissances ou D'accord. carrément en termes d'implication dans la communauté. Ça peut être avec les associations ou bien juste en étant membre et actif. Bref, autant de choses qui permettent aussi de sentir qu'on prend de la valeur. Quand vous voyez, par exemple, les personnes accepter d'être speaker à des conférences, c'est pas toujours parce qu'il y a de l'argent derrière, hein, c'est parce qu'ils ont vraiment envie de partager, de donner aussi un peu de ce qu'ils ont reçu, que ça fait plaisir. Tu vois, savoir qu'on donne de la valeur, qu'on apporte de la valeur, c'est ça qui fait plaisir. Donc, sors, vas-y, balade-toi, fais le tour du monde, mais à la fin de la journée, il faut se poser la question de savoir qu'est-ce que j'ai apporté, qu'est-ce que j'ai transmis également. Donc, ça, c'était le premier point que moi, sur lequel je voulais revenir. Maintenant, pour pointer un peu les questions précises qui sont posées Ah oui, oui. par Wilfried, il se plaint justement du fait qu'on n'a pas de visibilité. Moi, je dis la visibilité, c'est toi qui l'as construit. La visibilité aujourd'hui, les outils qu'on a ne sont plus les mêmes que certains avaient aux années 2000 ou aux années 80. Donc, si tu te plains de visibilité, c'est que c'est toi qui le veux. Tu veux la visibilité, vas-y, demain tu crées ton compte TikTok, Facebook, machin, où tu ne parles que sécurité. Il y a des gens qui vont venir te follow quand même. Non, Un ou je, deux personnes vont venir te follow. Attends, je termine. Un ou deux vont venir te follow et ils vont te commencer à te voir. Donc, je veux dire quoi? Je veux dire que même si tu racontes n'importe quoi d'ailleurs, c'est pour dire que de nos jours maintenant, la visibilité en tant que telle, ce n'est plus un gros problème. Donc, on peut être visible. Si on choisit d'être visible, on peut être visible. Moi, je vais pas, c'est peut-être pas, c'est pas la plateforme, mais Iocon ne commence pas comme on voit maintenant là. Ça commence avec un petit noyau. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui sont encore là, mais c'est une conférence où on a connu 3 participants, par exemple. Donc, tu imagines bien que cette visibilité-là, c'est quelque chose qu'on construit. Donc, quel que soit l'environnement dans lequel on se trouve, il faut construire la visibilité et non pas se plaindre. C'est-à-dire que si tu veux être visible, vas-y, pour établir un plan quoi, sur les actions qu'il faut mettre sur pied pour être visible. Et cette visibilité-là, tu vas l'atteindre. Et puis maintenant, pour chuter maintenant sur le point de comment faire pour que nos continents deviennent forts, moi, je vais dire, il faut voir la chose comme un verre, en fait. Et toi, tu es une goutte d'eau. Ce n'est pas toi qui va faire que le continent devienne fort, mais pose-toi la question de savoir qu'est-ce que je peux faire. Et fais une action, fais quelque chose et estime que tu participes en fait à un mouvement global qui va à terme pouvoir porter ses fruits. C'est la somme en fait cumulée de toutes ces forces-là qui va permettre à ce que, voilà quoi. Tu vois par exemple, si je prends rien que l'exemple de la Guinean Cyber Task Force, ça c'est une action qui prend du poids par exemple du côté de la Guinée, tu vois. Quand tu vas cumuler à ça une action qui prend du poids au Nigeria, une action qui prend du poids au Cameroun et qui de plus en plus rayonne à l'international, c'est comme ça aussi que ces sommes d'actions-là permettent à ce que la vision ou le regard change en fait sur les problématiques de sécurité lorsqu'on s'agresse, lorsqu'on parle des pays africains. Donc, ce sont des actions maintenant. Toi, la question que tu peux te poser, c'est OK, je me plains de ce problème, en quoi est-ce que je peux être une solution? Donc, il faut aussi changer de paradigme, arrêter d'être je veux dire quoi,
d'être l'équation on va dire les variables de l'équation à problème, mais plutôt être la solution des équations à problème, quoi. C'est ça que je voulais dire. D'accord. OK. Wilfried, j'espère que tu es satisfait par les différentes interventions. Si tu nous écoutes toujours, tu peux muter ton micro peut-être pour dire quelque chose. Sinon, je vais ici. Derek, je vois que, voilà, Il y je vois avait, que tu veux intervenir depuis. il y Il y a avait aussi Thomas. je ne Je sais pas sais s'il pas est s'il toujours est. là, mais il y a au début, là, il y a Je pense que c'est Thomas qui voulait qui a prendre la d'abord. parole. C'est Roméo. Je ne sais pas si Roméo est toujours là. Oui, il n'est pas là. Il n'est plus là. Ah, D'accord, ok. donc, euh, pour les personnes qui ont voulu intervenir depuis, il y a Derek, il y a Franck. Donc, je vais laisser Derek. Vous Que pouvez lever Derek, la main hein, pour tous ceux qui veulent oui, prendre la il a levé parole. la main, oui, Derek a levé la main depuis. Donc, je te laisse, nous t'écoutons. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur tout ce que nous avons déjà dit, sur tout ce que les panélistes ont dit jusqu'à présent? Wow, merci bien, Colin. Ce panel était vraiment un panel de ouf et génie. Merci. J'ai beaucoup appris quand même. Mais Tu j'ai apprends une toujours. préoccupation et j'apprends toujours, je suis toujours bon. Ouais, ok, Oui, j'ai une préoccupation. ok, Bon, à qui, en fait, créer son chemin dans la cybersécurité, c'est une bonne chose. oui. Mais là, maintenant, j'ai eu peut-être 1 à 2 étudiants que tu essayes tout. Tu les apprends comme ça. Juste après, ils ne comprennent rien. Mais après 1 mois. Mais ils veulent vraiment faire la cybersécurité. Ils sont dédiés. Ça fait 3 mois que je suis avec ces enfants. Ils sont vraiment dédiés et ils sont prêts à payer des sommes d'argent vraiment énormes. Quand vous faites face à des personnes comme ça, comment est-ce que vous gérez cette situation? Et ma deuxième question est, comment savoir quel domaine? Bon, j'imagine la question. Comment savoir quel domaine Conseiller ton apprenant. conseiller? Voilà, voilà. Ouais, Imagine ok, la question. Mais s'il revient et qu'il peut terminer sa question, il va le faire. ok, mais déjà, on peut déjà reprendre la première partie en attendant peut-être qu'il revienne. Ouais. Alors, La sa première question, question. Vas-y. Nanabou. la première question, c'est des étudiants qui oublient tout ce qu'ils ont appris. Non, en fait, il fait tout. Il dit ceci, là, les gars sont vraiment dédiés. Ils sont prêts Oui, à travailler du matin jusqu'à demain matin. Et ils oui. ont même des moyens financiers pour pouvoir en être. Mais seulement que rien n'entre eux. Ah, ok. Bah, déjà, c'est ce qu'en ce moment-là, TryHackMe essaie, par exemple, de mettre en place. Moi, je pense il faut changer la manière d'enseigner de nos jours. Il faut leur donner une thématique, vous les laissez se débrouiller, aller apprendre de gauche à droite, et ensuite, après, vous leur expliquez le truc. Comme ça, ils auraient déjà une idée de ce qui sera discuté et vous aurez une discussion plus intéressante. Donc, c'est ce qu'on appelle l'enseignement inversé. Ici, dans le système américain, c'est comme ça. Vous n'avez plus d'amphi où un professeur viendra vous rabâcher tout son cours. Il viendra juste pour discuter avec vous sur vos questions, faire des exercices, etc. Mais je comprends la question. C'est un peu compliqué, surtout en informatique, de débuter. C'est pour ça qu'il faut un mentor pour leur dire ça ne sert à rien de courir vite. Il faut aller lentement. Il faut aller à son rythme. Il faut apprendre les choses et les comprendre. Parce que c'est très important de comprendre le concept et non pas de s'attarder sur la technologie. Je prends un exemple sur les réseaux. Pour les gens qui ont fait les réseaux classiques, qui vont vous faire des Cisco, des machins. Aujourd'hui, il y a le cloud. Si vous avez fait du Cisco et qu'on passe dans le cloud, alors vous n'avez pas compris les bases, vous faites que écrire des lignes de commande. Vous voyez le problème. Donc, pour moi, ce serait de repartir depuis la source, depuis la base. Si déjà, je ne sais pas sur quoi ils sont en train de travailler, c'est de la programmation, peut-être revenir un peu sur l'algorithmique. Leur dire, bon, ça ne sert à rien de commencer à programmer en Python dès maintenant.
apprenons à voir plutôt comment on résout un problème, problem solving skills. Comment on résout un problème avec une suite logique d'instructions ou avec un paradigme orienté objet, etc. D'accord. Et c'est cette Ok. réponse qu'on peut donner à sa question. Ok, merci. Bertin, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez ajouter? Bon, enfin, moi, quand quelqu'un me dit que les gars je fais tout, mais les gars ne comprennent pas, moi, je me dis, ça veut dire que tu n'as pas encore tout fait. Ça veut dire que tu n'as pas encore tout fait. Parce que y a des choses que même une grand-mère qui, du village peut arriver à comprendre si tu rentres dans son logiciel à elle pour l'expliquer. Donc, c'est plus ça. Et cet exercice, il faut le reconnaître, c'est un exercice difficile. C'est-à-dire rentrer vraiment dans le logiciel de la personne pour l'expliquer en les termes que lui peut comprendre. Parce que surtout quand on a affaire à des gens qui n'ont pas justement un background assez solide, parfois c'est compliqué. C'est-à-dire, il y a on parle des choses parce que c'est évident pour nous, mais c'est abstrait. Ce que tu dis, c'est vraiment du n'importe quoi. Quand lui, il écoute ça, ça sonne comme du n'importe quoi. Je vais te prendre un exemple très simple. Moi, je me rappelle, j'avais eu un premier prof qui nous avait fait cours d'assembleur, mais c'était un calvaire. Quand il parlait de l'assembleur, moi, je me disais, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Mais pourquoi? C'est quoi cette punition? Mais je ne comprenais absolument rien. Absolument rien. Donc, c'est pour te dire que, effectivement, je pense que le prof peut-être avait surestimé les capacités des personnes qui étaient en présence. Et du coup, il a attaqué le sujet sans rentrer d'abord dans nos logiciels. Donc, ce qu'on peut demander à Derek, c'est vraiment, l'exercice qu'il peut faire, c'est essayer de comprendre qu'est-ce qui manque comme base, comme élément, comme clé de compréhension pour eux et revenir dans cet univers-là pour leur expliquer en ces termes-là chaque élément. Dès qu'il y aura cette clé, cette petite clé-là, tu vois, quand même ils vont prendre cette clé entre les mains, ils vont maintenant eux-mêmes pouvoir ouvrir les portes de leur cerveau de manière plus, voilà, sans avoir besoin qu'ils soient toujours à côté. Il y a des personnes, par exemple, qui ont une mémoire beaucoup plus visuelle. C'est-à-dire que si tu leur présentes juste des éléments écrits, il va comprendre, mais ce n'est pas ça. Mais quand tu représentes de manière graphique quelque chose, tu vois un peu, c'est là où il capte. Il y a des personnes, par exemple, s'il ne réécrit pas son cours, il ne comprend pas le cours. Hein. S'il le lit, il ne comprend pas. Mais quand il le réécrit, c'est là où il... Donc c'est un peu ça. Ça dit que les personnes fonctionnent différemment. Parfois, il faut juste découvrir celle qu'il a. Je comprends que c'est difficile aussi hein, de rentrer dans le logiciel de la personne pour savoir ce qu'il faut pour... voilà quoi. Mais bon, après, la question aussi qu'il faut que notre ami direct se pose, c'est est-ce qu'ils ont même vraiment la volonté? Parce que c'est aussi ça. Hein. Il a bien précisé que les gars avaient la volonté. Un simulacre de volonté. Ok. C'est que je peux rajouter. J'ai envie d'ajouter quelque chose. Oui, je veux rajouter juste un élément. Okay. Et c'est peut-être aussi de laisser le temps faire les choses. Parce que si c'est notre première fois de voir les choses, on peut ne pas comprendre sur le champ. Mais au fur et à mesure qu'on avance, on peut comprendre à quoi ça sert ce qu'on a déjà étudié. Donc, ça peut être normal quelquefois qu'on ne comprenne pas un truc, mais il faut laisser le temps faire son effet. D'accord. Et parce que la question de Derek, justement, c'est aussi l'affaire des prérequis, comme on parlait. Très important, ça. Oui, ce qui est pas ajouté, c'est que parfois le problème, c'est nous-mêmes. Donc, comme je pense que c'est Abraham Lincoln qui disait, si vous me donnez 10 heures pour couper un arbre, je prendrai 6 pour limer ma hache. Donc, parfois le problème, c'est que l'enseignant parfois veut, comme tu as dit, il connaît déjà tout et il veut déjà donner certaines techniques à l'étudiant, mais sans toutefois savoir que face à la situation, l'étudiant ne doit pas dire, ok, c'est telle technique que je vais utiliser. Donc, il faut d'abord connaître ton étudiant, ou bien permettre à ton étudiant de se connaître d'abord lui-même. Et une fois qu'il va se connaître en apprenant les concepts, seulement même les concepts, il aura peut-être les clés, comme tu disais, pour pouvoir aller par lui-même, pour pouvoir trouver sa voie. Donc, il ne faut pas peut-être aller directement. Parfois même, il a un problème familial, qui sait. Et on est là pendant qu'on est en train de travailler, il pense au problème familial et puis il n'est pas concentré. Donc parfois tu peux, moi je le dis parce que j'ai eu beaucoup d'expérience avec les gars où tu fais tout, ils ne comprennent pas. Après tu te laisses, et puis vous échangez. Quand vous échangez 2-3 séances, tu comprends qu'en fait, le problème c'est que lui il a un autre problème. Et une fois que tu résous le problème,
il commence à avancer comme si rien, de rien n'était. Donc, en Comme fait, si ça revient à ce que je disais, c'est-à-dire il faut d'abord rentrer dans le logiciel de la personne pour dans savoir le logiciel de la personne, exactement. quel est l'élément bloquant. Il avait une deuxième question là, c'était quoi déjà? Comment Là, est-ce qu'on quand peut il a été coupé. savoir pour... Derek, je ne sais pas si tu nous écoutes pour pouvoir poser. Quand il a été coupé. Voilà, oui. Oui, c'était le domaine. Comment savoir le domaine où il faut orienter la personne? Oui. Ça, c'est... il pense qu'on a déjà répondu. Oui, ça, c'est par rapport aussi à ses bases. Mais Oui, vraiment, c'est vraiment là où le côté de l'aîné doit jouer. C'est-à-dire que c'est un peu à toi de voir là où il est plus réactif. Par exemple, est-ce qu'il s'en sort bien quand, par exemple, on parle des éléments de web, par exemple, c'est là où il est plus à l'aise. Est-ce qu'il est plus à l'aise avec le réseau? Est-ce que c'est là un peu, là où tu vas sentir que non, en fait, le gars, lui, dès qu'on parle de programmation, il est largué. Ou alors peut-être qu'il aime plus la programmation. Ça veut dire qu'en fait, il préfère vraiment des problématiques qui sont un peu plus dans la logique programmatique et tout et tout. Donc, bref, c'est vraiment au feeling. C'est pas au feeling, il veut dire c'est vraiment avec l'expérience de l'aîné que tu peux sentir que non, en réalité, voici le domaine dans lequel lui il est. Ou alors, peut-être, dès que toi, tu parles de protéger, tu vois comment lui il fait comme ça là. Mais dès que tu dis hacker, tu vois comment là, il commence à baver. Bon, tu comprends que c'est quelqu'un qui vaut mieux canaliser son appétit en lui faisant entrer dans un profil de pen testing peut-être parce que lui, il veut pas défendre, il n'est pas intéressé par la défense. Il aime sentir que, voilà, donc c'est aussi ça, c'est les signes que l'aîné peut arriver à détecter pour dire que, bon, ok, voilà, je pense que tu peux être plus confortable dans tel ou tel domaine. C'est ça. D'accord. Est-ce qu'il y a un participant qui aimera quand même... Oui, il y a Thomas qui voulait parler. Ok, Thomas. Franck, il y a Franck, mais je pense que Franck, il s'est déconnecté. On prend d'abord Thomas. Oui, il est là. Thomas, on ne t'écoute pas. Je ne sais pas si toi, tu nous écoutes. Ou si tu ne peux pas parler, tu peux écrire. Tu peux écrire. Est-ce qu'il y a une autre personne qui veut soit ajouter ou bien poser une question? Ok. Yann Richard. Yann Richard qui veut écrire. On t'écoute. Qui veut parler. Oui. Est-ce que vous arrivez à me suivre? Oui, vas-y. Ok. Je voulais dire, pour mon cas, pour avoir tamponné la même situation que Derek, il y a des jeunes qui ont on va dire quoi, leur motivation est orientée devenir hacker, le mot entre guillemets. Donc, c'est cette motivation. Il faut, au départ, en fait, moi, je pense que Derek doit essayer de déceler la motivation des jeunes. Parce que quand ils ont cette motivation, par exemple, ils ne sont pas attentifs ou ils ne sont pas conscients à l'enjeu même d'apprendre la sécurité en elle-même. Donc, je pense qu'il faut d'abord essayer de déceler. Donc, si son enjeu, par exemple, c'est de pirater le compte au hasard de sa copine. Je comprends un peu le point de Yann Richard. Effectivement, si l'apprenti a de mauvaises, et ça, justement, Nanamu l'avait mentionné au début, si tu as de mauvaises motivations qui le poussent à faire, c'est clair que lui, il se ferme en fait sur tous les sujets qui ne vont pas dans le sens de sa motivation à lui, parce que sa motivation, mais sauf que sa motivation étant déjà mauvaise, il ne peut donc pas atteindre les objectifs que Derek lui peut imaginer. Parce que lui, sa motivation à lui n'est pas la même que Derek lui perçoit. Sa motivation à lui est mauvaise à la base. Quand il est dans cette motivation-là, tout ce que lui, il est juste réceptif à des techniques. Donc, tout ce qu'il veut entendre, c'est que tu lui donnes des techniques pour atteindre son objectif. C'est ça. Il est braqué sur ça. Exactement. Il ne peut pas apprendre les bases. Donc, on dit apprendre les bases, il y en a qui pensent que c'est trop basique, ils lisent un truc sans comprendre, ils font passer rapidement, sans rien comprendre, ils disent bon, j'ai compris. Alors que on peut lire une chose 2 fois et comprendre de 2 manières différentes. Oui. Donc, c'est vraiment important de passer du temps à comprendre les choses. Voilà. Et maintenant, comme Nanamu l'a si bien dit, il y a également l'approche. Aujourd'hui, pour avoir testé également l'approche que lui, il a suivie, qui est l'approche de résolution par problème, c'est mieux. Parce que lorsque tu donnes un problème à un jeune, tu peux essayer, quand tu as décelé sa motivation, tu peux essayer de lui donner un problème orienté dans sa motivation. Et maintenant, dans sa manière de réagir face aux problèmes et face aux difficultés qu'il va tamponner,
il sera plus réceptif aux orientations que tu vas lui donner. Donc, si c'était comme tu as cité, hacker, je ne sais pas, le WhatsApp de sa copine, il va se retrouver confronté à des difficultés par rapport à toutes les ressources il va parcourir. Et sur cette base, directement, quand tu vas toucher son problème, il sera plus réceptif à gérer le problème. Donc, nous, on doit plus être comme des accompagnateurs, des tuteurs, si je dois le dire ainsi. Mais on ne doit pas donner des techniques, des informations précises à des jeunes. On doit les laisser Aller faire les explorer leur recherches. potentiel. C'est ça. C'est mieux comme ça. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Thomas. Thomas, je ne sais pas si toi tu nous écoutes. Tu avais la parole et puis on ne te recevait pas. Et en attendant, s'il y a une autre personne qui m'aurait quand même intervenu, il peut toujours lever la main et puis nous allons passer la parole à la personne. Il y a Isomba 3 qui a la main levée là. Oui, et son bar. Non, lui, il a C'est déjà. lui qui vient il a de déjà- il vient de parler. parler. Il a juste Il oublié de baisser la main. Ok, Thomas, je pense qu'il n'est pas avec nous. Alors, je pense que. Thomas a des problèmes avec son audio. Ouais. Ok. Donc, je vais laisser chacun de vous vraiment conclure. Je pense que nous avons vraiment parlé beaucoup de choses, mais c'est toujours bien de. Thomas, il est revenu, je ne sais pas si. Vous m'entendez maintenant? Ok. Oui, vas-y. Désolé, mon micro est en train de déranger. Bonsoir à tous. Déjà, merci pour vos réponses. Moi, je suis pentester et malware développeur. Je voulais juste ajouter, concernant la partie comment guider ceux qui veulent se lancer, ou bien ceux qui veulent virer vers la cybersécurité, ou bien ceux qui ont du mal à commencer et, voilà, et apprendre les bases. Je dirais que déjà, la cybersécurité, c'est, comme vous pouvez le voir, rien que la cybersécurité, c'est un domaine vaste. Il y a plusieurs, il y a plusieurs domaines dans la cybersécurité. Vous pouvez très bien aller vers le côté défensif ou bien le côté offensif, bien à niveau du côté des organisations avec les ISO et tout. Et bien souvent, comme il y a une personne qui a dit tout à l'heure, les gens veulent entrer dans la cybersécurité pour les mauvaises raisons. Ils voient dans les films, les accueils, les systèmes et tout, voilà, ils veulent se lancer et tout, et après, ils croient que c'est cool, ils veulent entrer et tout, mais ils oublient que même ceux qui font ça, à la base, ils ont des connaissances déjà tellement avancées dans le domaine que c'est ça qui les permet de faire ça. Il y a des bases, par exemple, comme beaucoup se basent sur les hackers qui vont dans les films, ils sont plus, on va dire, leur équivalent, c'est plus les gens qui font du pentesting et des red teams. Pour faire ce genre de choses, tu dois avoir des connaissances, tu dois savoir comment fonctionne le protocole TCP, tu dois savoir comment fonctionnent les réseaux en interne dans les entreprises, tu dois savoir utiliser des proxy try, tellement de connaissances que tu dois maîtriser. Et aussi, ceux qui font tout ça, comme moi dans mon cas, par exemple, si tu es pentester, tu dois savoir trouver des failles sur des applications web, tu dois savoir trouver des failles dans les réseaux d'entreprise, sur Active Directory. Tu dois savoir comment fonctionnent les antivirus sur Windows pour pouvoir développer après, justement, quand on fait des red teams, développer des programmes qui puissent bypasser les antivirus. Et tout ça sont des connaissances vraiment super, super complexes. Et il y a ceux qui le font, et ils le font justement parce qu'ils ne se sont pas levés un matin comme ça pour apprendre à faire ça. C'est après des années et des années dans le domaine qu'ils ont appris comment faire tout ça. Donc, je dirais que si tu veux entrer dans le domaine, vas-y doucement, choisis, essaie de voir vers quel domaine, vers quel côté de la cybersécurité tu veux te focaliser. Et après, tu y vas tout doucement. Il y a des plateformes comme TryHackMe, Hack the Box. Il y a plusieurs, sont des plateformes qui ont un prix assez accessible, même des parties gratuites. Donc, tu y vas tout doucement et tu vas pouvoir évoluer. Voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter. Merci à tous. Merci beaucoup pour la contribution. Merci. Une autre personne pour intervenir. Ok, Tata Derek, pas d'intervention ou bien tu avais juste ta question?
Non, en fait, parlant d'intervention, il y aura toujours des interventions. Mais ce que je voulais aussi éclaircir, je voulais qu'on éclaircisse aussi la clair de air dans C'est ce ça. domaine particulier. Parce qu'il y a plusieurs qui veulent se lancer dans la cybersécurité, mais ils ne mesurent pas les enjeux. Ils se disent que quand certaines personnes le font, c'est vraiment facile. Ils te disent qu'ils ont fait un truc, ils ont eu telle somme d'argent. Tu te dis aussi que, bon, je vais entrer dans la cybersécurité pour être peut-être comme Bertin, pour être comme Collins, and so on. Mais il y a plusieurs choses que nous devons d'abord mettre sur la table. Plusieurs choses. Certaines personnes se disent même que la cybersécurité, c'est le hacking. Quand il vient te voir dans sa tête, il va être hacker. Mais il te dit qu'il veut faire la cybersécurité et quand tu commences à causer, vous échanger, tu vois, ça devient un peu compliqué. Et maintenant, il y a une situation que j'ai eue, il y a un scammer, je vais mettre entre parenthèses, il est venu me voir qui veut faire la cybersécurité. Je savais qu'il est scammer. Et j'ai commencé à lui bombarder avec beaucoup de théories, mais le gars va y piquer une crise. C'était pas facile, mais j'ai donné c'est quoi la cybersécurité. On a commencé bien au fond, on montait. Après peut-être 2 semaines de cours, je se disais que mais quand est-ce qu'on va commencer vraiment à taper les codes pour pirater les comptes, pour faire certaines choses? Il a dit non, il faut d'abord qu'il cherche à comprendre c'est d'abord quoi la cybersécurité. What is information security en général? On doit plus sensibiliser ou peut-être dire la vérité à la jeunesse, à nos cadets qui viennent. On doit aller dire la vérité, que c'est pas facile. Que c'est pas facile et aussi la cybersécurité n'est pas seulement basée sur le hacking, puisque je crois à 80% se disent que la cybersécurité, c'est le hacking. Et you need to tell them the truth. C'est un peu ça. Je suis déjà en train de le faire à mon petit niveau. Et en fait, je ne pouvais même pas rater ce panel. Je suis vraiment fier et tout ce que vous avez parlé, Mr. Famoussa, you're a great man, man. Merci. Yeah, merci, Collins. You're doing a great job. Bertin, en fait, samedi là, attendons seulement voir. Merci, Derek. En fait, Derek met un peu le doigt un peu sur ce que j'ai tout à l'heure. Ça dit que c'est le côté obscur attire toujours plus. Il ne faut pas se cacher. Et c'est vraiment le rôle des aînés de canaliser tout ça parce que c'est trop de bad energy. Et souvent, le jeune qui arrive, en fait, tu penses que c'est simple, mais après, quand il commence à porter son chapeau noir un peu partout, il se retrouve dans les problèmes. Tu vois, Ouais. on a encore eu le cas dans le groupe de celui qui est parti faire le malin avec le réseau d'une entreprise populaire de la place. Il vient partager l'information dans la plateforme comme si c'était normal. C'est normal. Quand on analyse, on se rend compte qu'il est tellement naïf, il ne se rend même pas compte de l'énormité de la bêtise et de l'erreur qu'il est en train de faire. Parce qu'en même temps, dans le groupe, il y a des gens de l'entreprise qui sont là et qui sont en train de le lire. C'est un peu ça. Donc, quelque part, il y a souvent aussi cette responsabilité-là que normalement, nous, on doit jouer. Moi, je le comprends d'autant plus que je sais que moi, c'est le côté obscur qui m'a fait entrer dans la sécurité. C'est-à-dire, je ne me voyais pas en défenseur de quelque chose. Hein. Ah oui. Moi, c'était le fait de voir le shell apparaître. Hein. Ouais, ça. Exactement. Moi, dans un ancien blog, même la devise de mon blog, c'était In Shell We Trust. C'est-à-dire que moi, je crois au shell. De toute façon, si moi, lorsque ça ne va même pas sur ma tête, si je suis devant le shell, même si j'étais malade, ça part d'abord. Il faut que je puisse faire quelque chose. Donc, tout ça va de soi. In Shell We Trust. Ok, donc je vais laisser chacun de vous conclure et puis nous allons nous séparer. Donc, Monsieur Nanamou, moi, je vous laisse d'abord conclure. Alors, comme dernier mot, moi, j'invite toute la jeunesse africaine à embrasser pas que la cybersécurité, mais le domaine de l'informatique en général. Parce que je remarque que dans nos pays, il y a des formations qui créent des chômeurs. Et donc, il faut remédier à ça assez rapidement et s'orienter vers des domaines de carrière. Ce n'est pas parce qu'on ne fait pas de l'informatique qu'on ne doit pas faire de l'informatique. Et ce n'est pas parce qu'on ne fait pas de la cybersécurité qu'on ne doit pas faire attention à ce qu'on fait sur Internet. Donc, les gens,
il y a beaucoup de choses qui se passent sur Internet, notamment la divulgation d'informations, comme vous l'avez dit, notamment tout ce qui est lié au sextorsion, tout ce qui est lié au sextape, des choses comme ça. Il faut que la jeunesse africaine fasse très attention parce que ça peut nuire à la réputation à l'avenir. Donc, il faut qu'on utilise les nouvelles technologies de l'information à bon escient. Il faut qu'on sache que tout ce qu'on fait peut se retourner contre nous à un moment ou à un autre. Et on doit juste profiter de ça pour apprendre, se mettre au niveau des autres. Nous avons tous la même capacité, faculté mentale de faire tout ce qu'on veut et puis de se donner les moyens, de rester motivé pour progresser dans ce qu'on souhaite faire. Donc à tous, nous restons tous joignables pour quoi que ce soit, mais pas pour hacker des comptes Facebook ou WhatsApp. Okay. Ça peut être une bonne motivation, qui sait? Non, c'est pas une bonne motivation. Non, ça, c'est... en fait, j'ai pas dit, ça peut être un bon mobile pour prendre conscience après, mais ayant déjà, parce que parfois on a besoin d'une raison pour commencer. Et après, quand tu commences, tu dis, ok. Même l'autre là, il faut pas. Qui sait? Dès le départ, il faut canaliser parce que c'est ça qui peut t'amener dans des chantiers où après c'est difficile de revenir. Hein. De ressortir, exactement. Voilà, donc c'est compliqué. Si tu es chanceux, tant mieux. Il y a un grand chanceux ici, je ne vais pas donner son nom, mais tout le monde qui connaît le connaît. Voilà, c'est un grand chanceux. C'est qu'il est inclusif. Voilà, il va même bientôt rire. Donc okay. ça, ce sont les cas rares. Moi, ce que je peux dire comme en guise de conclusion, c'est que de toutes les façons, la carrière, vu qu'on parlait de hacker la carrière, ça va dépendre de tout un chacun. C'est-à-dire c'est chacun qui va mettre la recette, qui va lui permettre en fait d'avoir une carrière différente. Mais comme on dit souvent, hein, le ciel doit être la limite. Ça veut dire que s'il n'y a pas une chose que tu dois considérer comme étant impossible en réalité, quoi. Si tu as choisi de faire carrière dans tel domaine, bien atteindre tel niveau, pose-toi la question de comment faire et mets un plan d'action. C'est tout. C'est vraiment ta capacité à respecter ton plan d'action et à rester courant de A à Z qui va faire en sorte que ta carrière soit hackée finalement. Voilà. Donc moi, c'est comment je peux dire en termes de conclusion et merci à tous les participants, quoi.